Bonsoir, vous êtes bien dans l'émission Roule avec Driver, donc c'est bien ma voix que vous entendez. Driver est là pour vous, Driver est là pour vous servir, et comme vous le savez, ça va être encore une spéciale parce que tous les dimanches on va faire des spéciales, et aujourd'hui, c'est un grand joie. Le rire que vous entendez est le rire de l'homme que l'on appelle Romain, et s'il rit comme ça... Bonsoir. Voilà, s'il est content... Ah, je suis heureux là. C'est parce que nous faisons une spéciale Long Beach aujourd'hui. LBC. Long Beach, pour ceux qui savent pas, c'est le quartier du légendaire Snoop Doggy Dogg. Voilà, il vient de Long Beach et beaucoup de gens pensent qu'il n'y a que lui. Mais je vais vous faire découvrir tout un mouvement. Je vais vous faire découvrir plein d'artistes, plein d'anecdotes et je vais vous montrer l'influence que Long Beach a eu sur le rap américain. Moi, je pense que Long Beach, c'est le début de tout, effectivement. De tout ce qu'il fait. Voilà, donc c'est normal que tu sois là. Alors pour commencer, on va écouter bien sûr Snoop Dogg, on va écouter un morceau classique qui est Gin and Juice. Juste derrière, on va écouter LBC Crew. Pourquoi LBC Crew? Parce que c'est Long Beach City, c'est Long Beach Crip. Si je dis Crip, c'est très important parce que bon, vous savez que la culture des gangs existe et existera toujours. Ils n'arrêtent pas de dire que ça ne mourra jamais, ça ne fera que se multiplier. Et ça a une influence sur la musique. Et c'est très important de dire que Long Beach, c'est un quartier Crip. Il n'y a pas de blood là-bas, il y a que du bleu. Et même si tu vois quelqu'un habillé en rouge, c'est un creep. C'est juste que il a envie de s'habiller en rouge. Mais voilà, c'est un quartier qui n'est que creep. Et on va en parler tout au long de l'émission et vous comprendrez l'influence qu'a ce gang sur la musique. Et j'ai une anecdote d'un de mes passages à Los Angeles que je t'expliquerai juste après. Ok. Où en fait, c'est pas que du bleu. Oui, non, il y a du jaune, il voilà. y a des trucs. Ouais, bien sûr. Et ça, je l'ai appris, je l'ai appris presque à mes dépens, en me baladant. T'es venu en jaune en se disant, ouais, c'est cool, c'est Saiyan Super Crew. Ouais. Limite. Mais je vous raconterai ça après. Ouais, c'est très bien. Raconte-nous un peu ton anecdote, justement. Ouais. On parlait de couleur, on parlait de creep, le quartier de Long Beach est exclusivement creep. Donc, ouais, effectivement, il y a... Pas cet été, l'été d'avant, j'ai eu la chance de partir aux États-Unis pour les vacances. Ouais. Et moi, comme tu le sais, je suis un peu un bousillé de musique. Ouais. Donc je me dis, forcément, on est à Los Angeles, on va à Long Beach. Et on va à VIP Records. Normal. Là, on explique le VIP Records, c'est le morceau What's My Name, Snoop Dogg. Voilà. Il est sur un toit, il est sur le toit de ce magasin, c'est un magasin de disques mythique. Et ce clip l'a rendu encore plus mythique. Exactement. Et je crois que dans l'album Regulate Funkera, à l'intérieur aussi, on voit carrément sur le derrière, logo, on voit. Enfin bref, je crois que c'est la plus grande boutique de magasins de rap. C'est le plus grand magasin de rap à Los Angeles. Ouais. Historiquement. Ouais. Je raconterai d'autres anecdotes plus tard sur ce qui s'est passé à VIP Records, entre autres. Mais bon, je vais là-bas. Et du coup, on rigole avec les personnes. Kelvin Anderson, j'imagine qu'il nous écoute pas, mais on l'adore. Et on discute. Et là, moi, je veux lui donner de l'amour. Je veux acheter des trucs. Et je voulais acheter un t-shirt Eastside Az. Ouais. Tu vois, le logo Yes. Et je voulais pas le prendre en bleu parce que je suis pas un creep. Je voulais pas le prendre en rouge parce que je suis pas un blood. Donc je me suis dit, je vais le prendre en jaune et noir. et là, la meuf de Kelvin, elle rigole, elle se fout un peu de ma gueule. Et je lui dis, quoi, je comprends pas. Elle me dit, en fait, les Rolling 20, le crew de Snoop notamment, Rolling 20 Crip, ils s'habillent exclusivement en jaune et noir. Et j'ai tout compris en fait, et c'est pour ça qu'ils soutiennent les Pittsburgh Steelers. Exactement. Et que Snoop était très content quand Wiz Khalifa a fait Black and Yellow. Exactement. Alors que Black and Yellow de Wiz Khalifa, ça avait rien à voir. C'était vraiment Pittsburgh et l'équipe. Exactement. Et le rapprochement entre Snoop et Wiz Khalifa vient de l'amour du gang des Rolling 20s et de la vraie ville de Pittsburgh. Et du coup, j'ai fait, fuck, en France, personne le sait. Donc j'ai pas envie de me prendre pour un autre, de me prendre pour un creep parce que j'y suis et tout. Mais du coup, je l'ai quand même acheté en jaune et noir, et il claque sa race. Elle est magnifique, on s'en fout. Quand tu le mets en France, on s'en fout, il y a pas de truc, il y a pas de... Voilà. Et tu risques pas de te faire tirer dessus. Exactement. Bêtement, au corner, entre là. Parce que entre les oui, c'est la 20e, parce que pour le coup, ces choses-là sont très sérieuses. Vraiment sérieuses. On a l'impression que c'est du folklore ou quoi. Non, il y a vraiment des gens qui meurent pour ces histoires de gang et tout, et ces histoires de territoire, des histoires de couleurs, des habits, des histoires de signes. Ça, on m'a vachement prévenu quand j'y étais, où on m'a dit, mets pas de casquette bêtement, de casquette de baseball, c'est pas ton délire. Mets pas de chaussures de couleur, mets pas, tu vois.
habille-toi comme un mec normal, mais mets pas de bleu, mets pas de rouge, ça sert à rien parce que tu vas t'attirer des regards chelous, t'attirer des problèmes et ça peut aller vite. Et surtout qu'aux États-Unis, on fait très gaffe aux gens parce qu'on sait pas qui c'est. N'importe qui peut avoir un calibre. Bien sûr. Et ça peut aller super vite, alors qu'en France, tu vois, il y a des longues bastons de regard. Ça parle beaucoup. Ça parle, ça bouge les mains et tout. Aux États-Unis, tu tapes l'épaule d'un mec dans la rue sur Hollywood Boulevard, il va s'excuser. Pardon, sorry, excuse me. Parce que tu sais pas qui il veut pas que ça aille loin. Tu sais pas le tarté que tu peux avoir en face. C'est clair. Donc voilà. Moi, j'aimerais qu'on parle de Snoop, bien sûr, parce que c'est Snoop qui a mis Long Beach sur la carte. Alors, il y a un mec qui faisait déjà des trucs sur Long Beach qui était Lil Half Dead. Mais vraiment, c'est Snoop qui met Long Beach sur la carte. Mais il n'est pas arrivé tout seul. Non. Et découvert par le Dr. Dre. Mais c'est un peu sur un malentendu, en fait. Il fêtait son anniversaire. Et pour son anniversaire, il dit à son demi-frère, ah, au fait, tu m'as parlé de ton groupe, 213. Qui est son demi-frère? Warren G. Voilà. Ça, c'est une information primordiale. C'est très important. Donc, il lui dit, ouais, voilà, vas-y, passe à mon anniversaire et venez, vous pouvez faire un ou deux morceaux, il n'y a pas de souci. Warren G dit, ok, cool. Donc, 213, le groupe est composé de Snoop Dogg, Warren G et Nate Dogg. Rest in peace. Donc ils vont à l'anniversaire de Dre, les fêtes de Dr. Dre c'est toujours légendaire, hein. Il y a toujours des vidéos, ça passe sur MTV à l'époque. Lui il fait des fêtes, je me rappelle d'une fête à l'époque d'NWA, il avait carrément bracelet électronique, il avait pas le droit de sortir de chez lui. Il dit plus que je peux pas sortir, je fais une fête chez moi, il a tiré tout le monde, c'était retransmis sur MTV, n'importe quoi, du grand n'importe quoi. C'est beau. Tout le monde veut être dans les fêtes de Dr. Dre. Donc le groupe de Warren G, son demi-frère, vient, ils montent sur scène, ils font des morceaux. Et Dr. Dre pète un câble sur Snoop, mais que Snoop. Et là arrive un truc qui est très américain. Ça veut dire qu'en France, on aurait dit, Dr. Dre leur aurait dit, c'est bien ce que vous faites, venez, on va travailler ensemble, mais tout le groupe. Et là, lui, ce jour-là, il dit à Warren G, je veux Snoop. Que lui. Il faut quand même se dire que Warren G, c'est son demi-frère. Normalement, tu te dis, non, il peut pas lui faire ça. Non, il lui dit clairement que toi, mon demi-frère, pousse-toi. L'autre, Nate Dogg, le chanteur, qui se pousse aussi, on verra plus tard. Moi, je veux Snoop. Je suis en train de préparer mon premier album solo, qui est The Chronic. Et je pense que je devrais travailler avec ce mec-là, il a quelque chose. Mais une fois de plus, on est aux États-Unis. Là où en France, on aurait dit, non, c'est tout le groupe ou personne. Aux États-Unis, ils sont dans le truc de l'opportunité de gagner de l'argent. Donc, ils disent, ouais, si Snoop, il peut gagner de l'argent. Si Snoop, il pète, il va nous faire croquer de toutes les manières. Et s'il monte, il va nous tirer vers le haut. Donc, voilà. Donc, ils ont dit à Snoop, ouais, c'est ta chance. Tu devrais y aller. Snoop, il dit, ah ouais, c'est Dr. Dre des NWA. Faut savoir que Dr. Dre, à ce moment-là, je dis à ce moment-là, mais toujours en vrai, mais c'est un producteur en or. On est quand là? On est en 90, 91. Ouais, 90, 91. Et il sort d'NWA, ça veut dire tout. NWA, c'est les cartons, c'est lui qui fait toutes les musiques. Michelle Lee, c'était sa meuf de l'époque. C'est 2 albums platine, c'est lui qui fait toutes les musiques. L'album Dizzy, le premier, c'est lui qui fait toutes les musiques. Le de D aussi, c'est lui qui fait toutes les musiques. Ça veut dire tous ces albums-là, ils sont platine. Et c'est Dr. Dre qui fait toutes les musiques, donc c'est vraiment un producteur en or. Et NWA, c'est légendaire. Donc quand il appelle Snoop, il se pose même pas la question, bien sûr qu'il y va. Nate Dogg et Warren G lui disent vas-y et tout. Et justement, mais il calme un peu Warren G et Nate Dogg, Dr. Dre, en disant de toute façon, j'ai monté mon label Death Row et on cherche des artistes, donc vous êtes sur la liste, on va vous signer chez Death Row, on va vous proposer des contrats, des deals, vous allez sortir vos albums aussi. Mais là pour l'instant c'est mon album de Chronic et j'ai besoin de Snoop dessus. Donc Snoop y va et après on connaît l'album légendaire que ça fait. Et en fait le Chronic est tellement un succès et Snoop est tellement présent sur l'album. Faut savoir que Dr. Dre, c'est la première fois qu'on voit ce genre d'album, il y a des morceaux où il n'est pas dessus. Où il rappe pas. Ouais. C'est son album, mais il y a des morceaux où il rappe pas. Mais Snoop, on l'entend. Il y a eu le morceau Deep Cover avant aussi. Ouais, bien sûr. Le morceau Deep Cover. C'était un peu le test. Ouais, voilà. Sur une grosse BO. Enfin, chez nous, ça a eu un. Ouais, moi, je trouve un retentissement aussi important parce que c'est quand même vachement nouveau. Ben, c'est le truc qui m'a marqué à l'époque, c'est que sur MTV, je vois pour la première fois le clip Deep Cover. Donc c'est juste avant Chronic. Et il y a marqué Dr. Dre introduit Snoop Doggy Dogg. Habituellement, il y a marqué featuring. Là, il y a marqué introduit. Donc, ça veut dire que le mec, il avait déjà toute une vision. Il disait, Snoop, je vais le mettre sur mon son, il sera sur mon album et il y aura une demande. Et on pourra faire le sien et tout. Donc, moi, déjà, je trouvais ça bizarre. Introduit Snoop Doggy Dogg. Ok. Et là, je vois ce mec, tout maigre, long,
avec un flow, des roulements un peu nonchalant et des fois même un peu jamaïcain, il a des roulements, des trucs. Je comprends pas, c'est nouveau en fait. Et tu sens avec l'ambiance de l'instrumental qui dit quelque chose de dur. Je comprends pas encore bien l'anglais à ce moment-là, mais je ressens qu'il dit quelque chose de dur, mais en même temps c'est très doux dans sa voix et tout. Je dis, putain, il est en train de créer quelque chose. C'est bizarre en fait, parce qu'à cette époque-là, quand tu veux faire du hardcore, tu cries, tu t'énerves. NWA l'ont fait, ils s'énervaient. Alors New York, je n'en parle pas. Les mecs, quand c'était hardcore, ils s'énervaient. Toute la East Coast, le rap américain, Ice Cube, c'était un mec nerveux. Quand tu faisais du hardcore, c'était nerveux. Et là, c'était la première fois que je sentais que le mec, il était hardcore, mais il était doux en même temps. Mec, tu pointes du doigt tout ce qui, pour moi, représente la musique de Long Beach et tout ce qui fait que j'adore ça. Bien sûr. C'est qu'en fait, c'est un quotidien c'est un quotidien relou, c'est un quotidien difficile. Bien sûr. Les mecs sont tous pauvres, tous dans des gangs. Mourir, c'est normal chez eux, parce que même il y a pas la même protection sociale qu'en France, et tout le monde a des armes et tout le monde est dans des. Enfin, tu vois, la jeunesse, c'est assez horrible pour les jeunes noirs aux États-Unis, mais c'est comme ça. Ouais. Et c'est pas pour ça qu'il fait beau. Et il y a des palmiers, et c'est chiant de courir, et c'est chiant d'être énervé. Donc vas-y, on est tranquille, on aime le funk. La fête, parce que quand Chronic arrive, moi, le premier single de Chronic, donc là on passe deep cover, on arrive à Nothing But a G-Tank. Moi, je suis un grand fan d'NWA à ce moment-là. Je ne comprends pas ce morceau. Je ne comprends pas le clip. Parce que moi, je sors d'NWA. C'est Dr. Dre d'NWA. Faut savoir que juste avant lui, le premier à sortir un solo après la cassure d'NWA, c'est MC Ren. MC Ren, son EP, il est hardcore de fou à la NWA. Donc, je kiffe et je suis pas déboussolé. Ouais. Et là, je vois Nothing But a G-Tank. Je vois des mecs en train de faire un barbecue, en train de jouer au volleyball. Bon. Il y a le cuisinier qui a un flingue derrière son tablier, tout ça, machin. Mais je vois des gangsters en train de faire la fête. Folklore Long Beach. Ouais, mais déjà là, ils viennent de changer le jeu. Parce que quand tu vois en 1995 ou 95, tu regardes le clip de Big Poppa, de Notorious Big ou même Juicy, ils sont à la piscine en train de faire la fête. Il n'y avait pas ça. Ouais, c'est ça. C'est Long Beach qui a ramené ça. Les gens disent c'est la West Coast. Mais si je fais cette émission aujourd'hui, c'est pour dire c'est pas toute la West Coast, c'est Long Beach qui a ramené ça. Même Dre, s'entraînant avec Snoop en fait, qui se dit ok, on va y aller chill, on va s'amuser aussi. Et là c'est les gangsters qui s'amusent. Et on pouvait voir tous les clips de Death Row. Tu vois Gin and Juice après, c'était pareil, House Party, ils sont là, ils s'amusent, ils dansent, tout ça. Ils ont ramené ce truc, les gangsters qui font la fête. Même la chronique, le mot chronique. Ouais. Long Beach, c'était c'était là où il y avait beaucoup d'herbes. Ouais. Et ça remontait sur le centre. Enfin, Long Beach, après ça remontait sur South Central et ça remontait sur Los Angeles et ensuite sur la vallée. Et The Chronic, ça vient du mot hydroponique. Ouais. Où les mecs ils savaient pas le dire parce que c'est tu vois. Tu vois voilà, et c'est des mecs défoncés dans un studio avec Snoop qui a la légende peut raconter que c'est lui qui a fait fumer Dre. Dre ne fume pas, il le disait dans Express to Self de NWA. Et tout ce folklore autour de l'herbe, autour de la bœuf, mais en fait c'était super présent à Long Beach. Et c'est normal. Et après, enfin tu vois, quand on dit que la Californie c'est la capitale de la bœuf, c'est la capitale où on y va pour fumer. Maintenant le Colorado parce que les lois, mais à l'ancienne c'était la Californie. Il y a un folklore. Et petite anecdote, ce même soir où tu achètes un t-shirt jaune, je vais manger chez Roscoe's. Ouais, sur la cinquième à ce poulet frit, voilà. C'est gaufre. Et il y a un mec, un jeune, un serveur avec un flegme, avec un tu vois, oh no, what you want here, man? Tu vois, un mec cool, on se croit dans un clip, tu vois. Oh, je suis avec mon gars, je suis avec mon cousin Rémi, si tu nous écoutes, on rigole, on est content d'être là et tout, et on veut acheter de la bœuf. On n'avait pas la carte, on veut, tu vois, donc je lui pose la question au jeune Renoir, il me dit hold on, no problem man, hold on. Et il me ramène genre un quart d'heure après, une daronne de famille. Normal. Mais une vraie daronne. Avec, tu vois, les trucs de... Les habits en Dickies avec son nom. Ouais, je vois. Tu vois, c'est une, je sais pas, une travailleuse. Au boulot. Elle sort du bon char, elle sort du job, et elle nous ouvre une boîte de chaussures avec des tonnes de mini petits sachets. Et c'est que des petits 5. Voilà. Et là, j'ai compris autre chose. Loonies. J'ai compris le morceau I Got 500.
Loonies. Voilà. Parce que, ouais, c'est vrai qu'en France, tout le monde chante I Got Five on It, ils ne savent pas que c'est $5 qu'ils mettent pour acheter de la bœuf. Et les gens ne savent pas. Donc c'est ça. Mais c'est très important ce que tu dis là, parce que là, je dis que toute cette émission, elle va être entachée par les creeps, les gangs, mais aussi par la bœuf. Parce que c'est très important en Californie. À fond. Et l'album de Dr. Dre de Chronic, c'est ça. Chronic, c'est de la bœuf. Et si on voit cette feuille de cannabis derrière et tout ça, voilà, c'est que ça. Donc c'est très important dans leur musique, ça influence. Et si on voit Snoop avec ce flow nonchalant, c'est aussi parce que il fait le fonce D. Tu vois ce que je veux dire? Moi, la première fois que j'entends Lodi Dodi, je me dis ce mec devait être éclaté en studio. Parce que l'ambiance qu'il met sur le morceau, c'est incroyable. Et voilà. Mais en tout cas, tout ça pour dire que Snoop change le rap américain déjà parce qu'il arrive avec ce hardcore doux. Il dit des choses dures. Moi, quand j'écoute, il me semble que c'est dans Serial Killer, à un moment il dit Serial Killer, quand on traduit littéralement, c'est tueur en série. Il dit moi je tuer des gens, ça me fait rien. Le seul truc qui peut me déranger, c'est que le sang de ma victime qui puisse tacher mon t-shirt blanc ou un truc comme ça. Tu vois, voilà. Mais il le dit tellement calmement, tu te dis non, c'est pas possible et tout. Et il a ramené ça. Et même quand, alors il y a certains fans de New York qui vont me trouver grossier, mais moi même quand j'entends Mobb Deep avec leur deuxième album Infamous Mob, j'entends cette influence en fait, que maintenant on n'a plus besoin de crier pour être hardcore. Et s'il y a des gens qui ne croient pas, écoutez le tout premier album de Mobb Deep, Juvenile Hell, il criait un petit peu. Mais c'est aussi des questions, c'est des questions d'endroit, c'est des questions de moments, c'est des questions de perception. De moments surtout, c'est que ça, Snoop, il fait ça, il commence son grand show en 1992. Ouais. Et ça marche. Ouais, mais tu vois, à New York, à l'époque, le hip-hop, on est là, on bouge les bras, on fait du bruit, on se cogne, on met des gros habits. On regarde les disques de New York qui sortent en 92, les gens crient, les gens sautent partout. Voilà. Et Dr. Dre, le Chronic change le jeu. Et il faut savoir que c'est un album qui cartonne sur la East Coast aussi. Donc les gens sont influencés. Ouais, les gens ils se le prennent. Dr. Dre et Snoop sont des stars dans tout le pays, tu vois. Et donc à un moment ça influence. Moi j'oublierai jamais, il y avait un documentaire qui était passé sur la 6 et qui est trouvable sur YouTube parce qu'il y a un freestyle de Wu-Tang qui tourne, machin, qui était sous-titré et tout, je me rappelle. Et ils sont à New York et ils disent à un petit... qu'est-ce que t'aimes en rap? Chante-nous ce que t'aimes en rap. Et il chante direct Snoop Doggy Dogg. Et tu sens que le mec derrière il lui dit non, je chante quelque chose de New York. Et peut-être que les gens ils en ont marre d'être pas contents, d'être hardcore. Et que ça mais fait après du bien quand d'avoir, c'est un hit, tu vois ce que je veux dire. Et après on lui a dit non mais autre chose New York. Et là il a chanté M.E.T.H.O.D. man, tout ça. Mais le premier truc qu'il a chanté c'est Snoop. Donc faut savoir que c'est pas ce que tout le monde croit de la France. C'est genre East Coast, ils écoutent la East Coast, West Coast, ils écoutent la West Coast. Quand c'est des hits et ça fait tout, ça voyage dans tout le pays et ça influence. Et voilà, moi je trouve que ce truc de Snoop qui rappe calmement des trucs durs, il a changé le game avec ça. Donc en même temps il a commencé à acclamer Long Beach. Est-ce que tu es en train de dire que c'est What's My Name qui a fabriqué Big Papa de Biggie? Est-ce qu'on va s'attirer des problèmes comme ça? Est-ce que c'est What's My Name le morceau? Peut-être pas, mais en tout cas c'est Death Row. Et il s'en cache pas en vrai, il s'en cachait pas Biggie. Ouais. C'était un fan, t'écoutes l'intro de l'album de Ready to Die, on entend de Shiznit. Ouais, et même la manière de travailler aussi, c'est, tu vois, Drake est un game changer. Bien sûr. C'est on sample, tu vois sa manière de sampler. Elle a toujours été récupérée à gauche à droite. Bien sûr. Donc lui, à un moment où il sample des morceaux de funk vachement doux, il sample des morceaux de des balades, la petite sirène au refrain, tout ça. Big Papa est un morceau West Coast, clairement. Et il y avait même des gens qui disaient aux États-Unis, et j'ai vu l'interview de Lord Jamar de Brain Nubian, qui est un mec du bon sang ancien. Lui, il a dit, Biggie, quand c'est sorti, on pensait que c'était un rappeur de la West Coast. Clairement. Okay. Il dit, voilà, moi je le connaissais pas personnellement, j'entends, je dis, ok, c'est un nouveau 10 de la West Coast. C'est après on dit non, c'est un mec de Brooklyn. Ah bon, tu vois. Donc il y avait cette influence. Après quand t'écoutes tout l'album, il y a des trucs. Mais bien sûr, mais il s'en cachait pas. Un des rappeurs préférés de Biggie, c'était Ice Cube. Ouais. Et puis je le dis, on entend dans l'intro, on entend de Shiznit, de Snoop. Voilà, donc c'était clair et net. Mais en tout cas, on va écouter 3 morceaux de Snoop. Pour qu'on se fasse un peu une idée, je vais pas vous mettre What's My Name, c'est bon, tout le monde connaît. Donc je vais mettre un morceau de Snoop featuring Badass. Je sais que t'aimes bien Badass. Le morceau s'appelle Wrong ID.
J'adore ce morceau et voilà, il clame de plus en plus. C'est sur l'album de Last Meal, donc il est chez No Limit à ce moment-là. Dernier album chez No Limit. Voilà, et il clame de plus en plus son côté creep, alors que avant il portait les couleurs, mais il le disait pas trop parce que finalement il y avait Suge Knight qui était un blood et qui était le patron du label, et Suge Knight à un moment ça l'énervait. Je vous en reparlerai tout à l'heure, mais ça l'énervait que les creep qu'il avait signé soit tout le temps en train de dire creep. Donc voilà, je vous raconterai une anecdote sur ça. Mais en tout cas, il était moins libre pour affirmer son côté creep. Et en sortant de No Limit, il fait Eastsiders, on en parlera aussi. Et là, carrément, il dit bon, c'est bon, on s'en fout. On est tout bleu, creep d'ailleurs. Ça tombe bien là en ce moment, il est en train de faire un teasing, je sais pas si c'est un album ou quoi, un truc qui s'appelle Make America Creep Again, pour reprendre la phrase de Donald Trump où il dit Great Again. Et lui, il a dit Creep Again. Hier j'ai vu un post sur l'Instagram de Snoop, enfin il y a quelques jours, devrais-je dire, où il arrobasait DJ Battlecat et DJ Fredrek avec une photo de Bootsy Collins, je crois. Wow. Wow. Ça sent la grande collaboration. Ça donne envie. Plein de belles choses d'un coup. Et justement, quand on a joué 21 Jump Street, le morceau a été introduit par un personnage mythique dans les albums de Death Row, DJ Easy Dick. Et je sais que tu as quelque chose à nous dire. Mais en fait, j'ai appris dans un documentaire que je conseille à tout le monde, qui est en ce moment sur Canal Play, qui est, je sais plus trop comment ça s'appelle, un truc sur la rap. Bref, The Game, exactement, et qui défonce. J'ai regardé d'ailleurs. Et en fait, je savais pas qu'il y avait une radio à New York qui s'appelait WBLS, et qui était 107.5. Il jouait beaucoup de R&B et du rap aussi, mais beaucoup de R&B. Voilà. Et il y a eu une problématique pendant ces années-là. Il y a une parce qu'après je me suis dit, putain, mais c'est ça et tout. Et du coup j'ai lu deux trois trucs. Et il y a eu une problématique entre 92, 93, 94 où il y a plein de pasteurs qui sont partis contre WBLS pour leur interdire de jouer du gangster rap. Et pour leur interdire... C'est pour ça qu'ils ont tourné R&B à un moment. Et pour leur interdire du coup de jouer la nouvelle vague West Coast. Ils s'en foutent dans les textes, c'était du grand n'importe quoi. Et moi ce qui me fait marrer, c'est que du coup t'es con, tu rigoles tout le temps, t'es pété à la bœuf. Et pour te moquer... Je te vois venir. Et pour te moquer... À la place de dire WBLS, tu fais W-Balls. Les balls, c'est les couilles. DJ Easy Dick. La bite, voilà. Les couilles, tout ça. Voilà. 187.4, c'est les trucs de gang. Code meurtre. Voilà. Et c'est marrant. Et ça me rappelle aussi un truc super rigolo qui était le jeu qu'ils avaient fait dans l'album de Dr. Dre. Ouais, le Géopardy là. Ouais, le Géopardy. Incroyable. Ils l'ont clippé, hein. Ils l'ont filmé, c'est ça. J'ai découvert ça après, je me suis dit, oh merde, ils l'avaient clippé. Exactement. Où ça nous permet, où on voit pour la première fois, je crois, aussi une personne très importante à Long Beach qui s'appelle Warren G. Warren G, qui est dans le jeu et tout ça. Donc, c'est magnifique. Dont on va parler. Quelle transition. Quelle passe décisive, je suis obligé de marquer. Vous l'aurez compris, on va parler donc du demi-frère de Dr. Dre, Warren G, Warren Griffin. Grand producteur, et surtout, je vais vous expliquer l'importance de ce mec-là parce que on le voit nonchalant comme ça, mais il a secoué la West Coast. Il a fait quelque chose d'incroyable. Il faut savoir donc que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Dre découvre Snoop parce que il invite Warren G, son demi-frère, à venir jouer avec son groupe à son anniversaire. Dans son groupe, il y a Snoop, il prend Snoop, et au final, il signe Nate Dogg et Warren G. Et quand je dis signer, c'est un grand mot, parce qu'il n'y a pas de contrat. Apparemment, ouais. Mais il roule avec Death Row, ok. Nate Dogg est là en train de faire plein de refrains à droite à gauche pour les artistes de Death Row. Et Warren G a participé à Chronique. La légende dit que le morceau These Nuts, c'est Warren G et That Nigga Daz Dillinger qui sont derrière cette prod. Moi, je pense que il faut rendre à César ce qui lui appartient. Et là, en l'occurrence, il faut enlever des choses qui ne lui appartiennent pas. Et moi, j'adore le Dog Pound. J'adore Daz. Mais je pense que Daz, il a rarement fait grand chose. Parce que Daz, il est pas musicien. Et parce que Daz, il a fait Gangsta Crunk.
Et à partir du moment, à partir du moment, je veux pas te laisser. Non, c'est pas bien. Non, c'est-à-dire là, ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire Daz, il a fait plein de belles choses. Il prend la mauvaise chose, l'une des rares mauvaises choses qu'il a faites, et il dit, ouais, il a fait Gangsta Crank. Oui, c'était Daz, il a pas produit. Daz, il a pas produit Doggy Style. Daz, il a pas produit Scandalous de Tupac. Daz, il a pas produit. Après, à mon avis, Warren G. On est aux États-Unis. Warren G, justement. Warren G, il peut être musicien. Warren G, il sait comment on fait marcher un sampler. Il sait comment on mixe une caisse claire. Il sait, tu vois, c'est un des premiers à utiliser même une caisse de TR-808 saturée à contre-temps. Ouais. Dans So What's Next. Ok. Le dernier morceau de son premier album. Magnifique. Mais c'est même pas ça. Moi, c'est, on est aux États-Unis. Ça veut dire que le truc à la française où quand il y a marqué que c'est tel beatmaker qui a produit le morceau, et donc ça veut dire qu'il a tout fait de A à Z, ça n'existe pas, ça. Et effectivement, je pense que Battlecat était déjà dans le coin. Superfly, on est dans Quincy Jones. On est vraiment dans ce que Quincy Jones fait pour Michael Jackson. Il a une idée, il a une vision et il appelle les meilleurs musiciens. Ouais, mais Rod Temperton, il est crédité, voilà. Le mec. Ouais, non. Mais après, il y a des gens qui sont crédités, des gens qui ne sont pas, ça depuis la nuit des temps. Et des gens qui sont pas crédités dans la musique américaine et qui mangent des pierres et qui explainent, ça existe depuis toujours. Mais tu vois, mais c'est l'Amérique. De la même manière où Warren G est le petit, est le demi-frère de Dre et qu'il le fait Kekro, et ben faut pas oublier que Daz, c'est le petit zinc de Snoop. Bien sûr. Et que Daz, il a pas forcément le talent d'écriture de Corrupt. Donc, dans Dog Pound, faut faire un truc. Mais peut-être Dog Pound, on y reviendra plus tard ou pas oui, bien sûr. On y reviendra plus tard. Alors parlons de Warren G, excuse-moi. Donc là, sur Warren G, moi, ce que je veux dire, c'est comment ce mec se retrouve alors que on sent quand on regarde que c'est un mec pas seulement nonchalant, mais timide, comment il se retrouve en tête de gondole. Ce mec-là attendait son tour chez Death Row, qui n'arrivait jamais. Mais surtout, comme j'ai l'habitude de dire ici, les bruits de couloir et Driver traînent toujours dans les couloirs. C'est que Suge Knight et Warren G se détestaient. Ah ouais? Ouais. Et en fait, Suge Knight passait son temps à mettre à l'amende Warren G. Ça devait être un sale type, hein, après, est-ce que c'est une surprise? C'est pas une surprise. Mais en fait, et c'est, tout à l'heure, je vous parlais de Creep, que Snoop, il a commencé à vraiment plus clamer après la période No Limit, Creep. Et ben, là, c'est pas innocent, j'ai dit que j'allais y revenir. En fait, Warren G, Long Beach, Snoop, Long Beach, Daz, Long Beach, donc Creep. Corrupt, South Central, mais Rolling 60s, Creep. Donc, tout ça, c'est des bleus, ok? Et quand ils sont ensemble, ça parle que de ça, de Cuz, ils s'appellent comme ça, hein, le truc, c'est les Creeps s'appellent tous cousins. What up, Cuz? Quand vous entendez ça, c'est que c'est des Creeps. Et Suge, ça l'énerve, en fait, tout ça. Parce que lui, c'est un Blood, mais il a pas d'artiste Blood à ce moment-là. Donc, à un moment donné, quand ils sont en train d'enregistrer, ça, c'est la petite anecdote, quand ils sont en train d'enregistrer Doggy Style, ils enregistrent Ain't No Fun. Le morceau légendaire, ok? Avec Ned Dogg, Warren G, Corrupt, que des Creeps. C'est sur le morceau de Snoop. Et ils sont en train de faire leur truc de Creep. Et si vous écoutez bien le couplet de Warren G, il dit qu'il est dans une Chevrolet 64, pour être exact. Mais il dit que cette Chevrolet est rouge. Réécoute le morceau. Et la petite histoire, c'est qu'à la base, il dit qu'elle est bleue. Et là, Suge, il est rentré dans le studio, il a dit, j'en ai marre de vos trucs de Creep. Vous allez parler des Bloods aussi un petit peu. Putain, je me suis rechanté le couplet dans ma tête. Et voilà. Six for red to be exact. Voilà. Bitches on my side and bitches on my back. Red. C'est bizarre qu'elle soit rouge alors que les mecs sont des bleus. Et c'est Suge qui a mis un coup de pression à Warren G. Il s'est dit, ça suffit maintenant. Et vas-y, il a senti la pression de Suge et il a mis que sa voiture était rouge à contre-cœur. Il a mis ça. Mais Warren G, il est pas content. Tu vois, il se dit, j'en ai marre de ce mec. Il dit à Dre, ton associé là, il commence à devenir relou. Moi, j'aime pas ça, tout ça. Et Warren G, il fait partie d'un gang aussi. Donc, il a cette mentalité aussi. Et il se dit qu'à un moment, il va devoir prendre sa petite revanche et tout ça. Et un jour, ils font une grosse soirée sur le Queen Mary, qui est un bateau luxueux énorme où des fois il y a des grandes soirées, qui est stationné à Long Beach, tout ça, mais dans les beaux coins de Long Beach, hein, pas East Side. Il y a pas la mer à East Side. Voilà, donc ils sont et
Death Row, c'était comme Bad Boy, c'était vraiment deux labels qui disaient il faut qu'on fasse des grosses soirées pour dire qu'on est des gros labels. Et donc les soirées Death Row, c'était des grosses soirées, mais le problème de Death Row, contrairement à Bad Boy, c'est que l'entourage de Suge, l'entourage de Snoop, l'entourage de Dre, c'était que des gangsters. Donc c'était des lieux luxueux, mais avec plein de Kaira dedans, qui viennent avec des flingues, qui sont éclatés, qui sont défoncés, et voilà. Et ce jour-là, Warren G, il est avec 6 mecs de Long Beach, des Crips et tout ça, et ils sont défoncés. Et il voit Suge, et là, il commence à mal parler à Suge et dire que ça suffit, comment ça tu veux nous mettre à la main. Sauf que ce jour-là, il y avait beaucoup plus de blood. Suge avait ramené une armée, tout ça. Et ce jour-là, donc, Suge a giflé Warren G. Donc là, Warren G dit ça suffit. Ils se font mettre à l'amende parce qu'il y avait beaucoup de blood ce jour-là. Warren G dit ça suffit, moi ça m'intéresse pas. Et puis de toute façon, j'ai même pas de contrat chez Death Row. Et comme on est en Amérique et que l'Américain est très porté sur l'argent, il y a des gens qui ont le sens du business, notamment un certain Russell Simmons. Ah ouais. Lior Cohen, qui eux voient que tout ce qui marche, c'est la West Coast en ce moment. Donc ils décident de monter Def Jam West. Ils signent des gens comme South Central Cartel, ils signent des gens comme Raskas. Non, pas Raskas, ils avaient Jayo Felony. Ouais, Jayo Felony, pardon. Ils avaient Boss, même si elle venait de Détroit. Son son était très gangsta, ils l'ont mis sur Def Jam West. Ils décident de signer Warren G, parce que Warren G est sur Doggy Style. Warren G est le pote de Snoop. Ils se disent, on a un peu une partie de Death Row, une partie de Snoop, un peu, en prenant ce mec-là. Et puis surtout, il a le son de Long Beach, il a ce truc nonchalant comme Snoop. Donc ils se disent, on prend ce mec-là. Et donc lui, il s'en va pour signer son contrat. Et avant d'y aller, ça c'est grosse news, je vous balance, il parle à Corrupt. Il dit à Corrupt, on est des creeps, mais on n'a rien à faire avec ce Suge Knight. Lui, il va foutre la merde, lui. Dre, il se rend pas compte, je lui parle, il se rend pas compte, mais ce mec va foutre la merde. Viens avec moi. Moi, je peux t'obtenir un deal chez Def Jam. Ils vont te signer tout de suite. Parce qu'à ce moment-là, Dog Pound, c'est pareil. Ils roulent avec Death Row, mais ils ont pas de contrat. Ok. C'est-à-dire que Corrupt, à ce moment-là, peut signer chez Def Jam. Et Corrupt, comme un bon mec du ghetto, dit non, I'm rolling with the row, man. I'm rolling with the row. Et il décide de rester. Il sent qu'il a besoin d'être loyal et tout. Il dit, mais tu sais pas ce qu'il m'offre au niveau financier là-bas chez Def Jam. Et puis c'est Def Jam, c'est mythique dans le rap. Non, je roule avec Death Row. Moi, je roule avec Death Row, mais c'est cool. Je suis content pour toi. Vas-y, mais moi, non, je roule avec Death Row. Il s'en va. Donc, Regulate. Le morceau est censé être le premier single de l'album de Warren G. Ouais. Sauf que Suge Knight tombe sur la chanson. Il la trouve magnifique. Il entend que c'est un tube, mais il a tellement maltraité Warren G que Warren G a signé chez Def Jam. Il est au courant, il est énervé, mais il met un coup de pression. Il dit, cette chanson sera le premier single de la bande originale de Above the Rim qui sort chez Death Row et j'en ai rien à foutre. Et tu peux dire à Def Jam que je les encule. Tout le monde connaît la réputation de Suge. Russell Simmons, il dit, non, tranquille, on va faire un deal, ouais, tu peux la mettre sur Above the Rim. Moi, je l'utiliserai aussi pour l'album de Warren G et tout ça, machin. Donc, la chanson. Après, il y a deux, trois avocats qui travaillent, les overrides qui tombent. Voilà. Raz-de-marée, la chanson numéro 1. Faut savoir que c'était le single le plus vendu de Def Jam jusqu'à ce que Ja Rule vienne avec Always on Time avec Ashanti. Okay. Mais avant ce morceau-là, toute l'histoire de Def Jam, alors vous pouvez me parler d'LL Cool J, de Public Enemy, ce que vous voulez, Regulate. C'était le single le plus vendu de l'histoire de Def Jam. Mais tu vois, moi justement, je me posais la question de ça. Je me suis jamais renseigné sur le sujet, mais je me posais la question de savoir si ce single n'avait pas été enregistré bien avant l'album. Parce que déjà, c'est le seul morceau avec des membres du Dog Pound. Avec un des membres du Dog Pound. Ouais, Ned Dogg. Et après, justement, il y a un son que moi c'est pas mon album préféré, Regulate de Warren G. Moi c'est le deuxième que je préfère. Oh, c'est rare ça. Et aussi beaucoup le troisième. Moi le troisième, j'ai bien aimé le troisième. Après c'est parce que c'est des questions d'époque, mais moi dans le son j'aime beaucoup le deuxième, et même tu vois de revoir LBC Crew qui revient, et continue avec Five Footaz et Twins. Tu vois, ils ont construit, le son il est propre. On va parler de Twins, on va parler de Dove Shack après. Et du coup moi je me posais la question de savoir si en fait ils étaient pas partis à New York justement avec 4-5 cons, tu vois, avec Twins, avec Jazz Kills. Elles sont où les autres? Elles sont pas là. Bah Jazz Kills tu viens. Et faire 12 titres un peu dans la précipitation, parce que le son, le mix de l'album Regulate G-Funkera, il me plaît pas. Mais déjà Regulate, le mix il est pas magnifique. Bah je le trouve mieux fait, je le trouve
plus Death Row que tout l'album Regulate. Et donc je me posais la question, ça a été fait dans les mêmes conditions ou pas? Non, après si c'est une autre histoire, c'est G-Funk Music, son label, c'est Def Jam, c'est autre chose, c'est plus Death Row. Il a été fait où l'album Regulate? Ça a été à LA ou je pense qu'il est ça à LA. Il faudrait que je revoie, mais c'est à LA. Hein. Okay. Mais après il est avec d'autres gens, c'est notre équipe, il crée autre chose. Vraiment, il veut s'affranchir de Death Row. Et c'est le premier qui dit Suge Knight va foutre la merde. Barrez-vous les mecs. Personne ne l'écoute. Le premier album de Warren G est un succès. Et bien sûr, vu que le morceau Regulate cartonne sur Death Row pour la bande originale de Above the Rim, Russell Simmons, Def Jam, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent l'album Regulate G-Funk Era. C'est pas... En fait, c'était G-Funk Era le titre de l'album et c'est Def Jam qui dit non, Regulate ça marche tellement, faut qu'on sache que c'est toi. Donc voilà, et ça a pas loupé, l'album est un succès, il en vend... On se demande pas pourquoi Layer Cohen et Russell Simon sont là où ils sont aujourd'hui. Le marketing... Ils en vendent des valises, ça veut dire le truc c'est une histoire de 5 millions d'albums, quelque chose, c'est énorme. C'est autant que de chroniques, hein. Les gens ne se rendent pas compte. Tu vois, pour la petite histoire, moi, la première cassette une des premières cassettes que j'ai eues de ma vie, c'était une cassette 90 minutes. Et sur la face A, il y avait tout l'album Regulate. Et sur la face B, il y avait tout l'album Doggy Style. T'étais bien. Et c'est comme ça que, en fait, c'est comme ça que j'ai découvert le rap et que j'ai fabriqué mon amour pour cette musique. Ce son-là. Je comprends, t'étais Long Beach direct. Et c'est le thème de l'émission. Donc voilà, tout ça pour dire que Warren G, c'est quelqu'un de très important, c'est quelqu'un qui a su s'évader, qui a su aller chercher son argent, sa vie, sa carrière ailleurs, et que ça a marché tout de suite. Et je peux vous dire que on reparlera juste après d'un artiste qui a été aussi chez Def Jam West, parce que Def Jam West après c'est devenu un filon. Def Jam ne s'arrêtait plus. De retour dans Roule avec Driver spécial Long Beach. Non, on se régale, on écoute du son et surtout du son qui vieillit bien. Ouais. Parce que là on passe des morceaux qui sont très vieux. Ouais. Il y a des morceaux qui ont 15 ans, 20 ans et je les écoute, c'est clean, c'est propre, c'est tout, c'est bien produit. Quand même, il faut le dire que le morceau de... Comment il s'appelle le troisième déjà? Attends. DJ? Non, le troisième album de Warren G. Je me rappelle plus. Attends, Take a Look Over Your Shoulder. Et je sais plus, le troisième. I Want It All. I Want It All, exactement. Avec ton merveilleux morceau avec McTen, pardon, putain. C'est vachement mieux mixé, ça sonne vachement mieux. Pour moi, c'est son album le mieux mixé. Enfin, quand le on mieux parle produit. de 1, 2, 3, le 3, il est mieux que le 2 et le 1 au niveau du mix. Moi, j'aime bien le 2 quand même. C'est bien, c'est mieux mixé que le premier, mais je trouve que le mix du troisième est meilleur que le deuxième. Ah, mais c'est vrai que c'est assez parfait. Les caisses... Puis la musicalité, et les guitares, la musicalité, ça vieillit pas, ça. Tu vois, quand dans le morceau qu'on a écouté, il y a sur le troisième couplet pendant le couplet de Ned Dogg, où la ligne de basse est toujours la même presque tout le morceau, et pendant le couplet de Ned Dogg, il y a une toute petite montée. Et là, juste pour te dire, en fait, c'est pas une machine, c'est un être humain, tu vois, qui est en train de le jouer, qui a peut-être joué les mêmes 3 notes pendant 4 minutes 30, mais quand il avait envie de rigoler, il a rigolé, et ça tue. Mais je pense que c'est ce qui rend cette musique intemporelle, le G-Funk, intemporel, c'est le funk, en fait. La funk, ça sera toujours bien, en vrai. Et puis la bœuf, c'est toujours cool. Et puis boire des coups, c'est toujours cool. Et puis baiser des meufs, c'est toujours cool. Et faire des fêtes, c'est toujours cool. Non, ça, en vérité, et aller à la mer, c'est toujours cool. Ça sera intemporel, voilà. Donc, ça traverse le temps, et tout ça pour nous ramener à un artiste de Long Beach qui s'appelle Domino, que beaucoup de gens ont oublié. Et encore une fois, là, tout de suite, j'ai en tête une référence de Biggie dans le morceau One More Chance, mais la version de l'album où il dit Here we go, I'm not like Domino. Tu vois, il a toutes ces références-là de la West Coast, et c'est pas pour rien. Mais de toute façon, il y a un super... on va pas s'étaler sur Biggie parce que c'est pas le thème, mais il y a un super DVD sur Biggie, j'ai pas le titre en tête, mais où il y a un pote à lui de Brooklyn qui raconte en fait comment il devient pote avec Tupac. Il dit que lui, ce mec-là, c'est un mec de Brooklyn, mais il écoute que de la West Coast. West Coast profonde, hein. Le gars écoute Spice One. Il est à Brooklyn. Spice One, c'est pas possible à Brooklyn. Ils connaissent Dr. Dre, NWA, mais Spice One, ils connaissent pas. Lui, il écoute tous les trucs de la baie, les trucs profonds, il écoute ça, et il casse les couilles à Biggie avec ça. Il fait écouter. Et Biggie et tous les autres, ils disent, mais c'est de la merde, ça. Vas-y, on n'écoute pas ça. Et un jour, il y a Tupac, et il prend Biggie seul. Il dit, toi, t'es plus intelligent que les autres. Écoute ce mec-là. Et là, il écoute, il dit, waouh,
fort lui. Et il commence à kiffer, fais-moi écouter d'autres trucs de la West Coast. Et il écoute, et en fait, ça l'influence. Et de l'autre côté, Tupac, il entend Party and Bullshit. Il kiffe le morceau, il écoute toute la journée quand il est en train de tourner Poetic Justice, voilà. Et puis du coup, voilà, il dit je veux le rencontrer, la connexion se fait. Mais Biggie sait très bien qui est Tupac à ce moment-là. Donc il est content et c'est son pote de Brooklyn, le seul mec à écouter de la West Coast mais profonde qui fait écouter tous ces mecs-là. Donc bien sûr, il cite Domino et comme je l'ai dit tout à l'heure, quand c'est un hit. Domino, c'est un hit dans tout le pays, Ghetto Jam. Et voilà. Mais il faut savoir que Domino, bon pareil, c'est un mec de Long Beach, c'est un Crip. Et la première fois que j'entends Domino sans savoir que c'est lui, il est sur un album sombre qui s'appelle Bangin' on a Wax, qui est l'album des Bloods et des Crips. Quelqu'un a une idée de dire je vais faire un album les Bloods et les Crips. Mec, dis pas quelqu'un. Je crois que c'est Battle Cat. Battle Cat est derrière. Le plus grand producteur de West Coast. Fait les sons dessus. Et en fait, on voit sur la pochette, ils sont toujours en guerre, mais ils posent sur la même pochette. Il y a des Bloods, des Crips, tout ça. Et c'est vraiment un album sombre et c'est que du gangbang musique, musique, voilà. C'est dans cet album où il y a un morceau de Damu Riders. Le morceau d'Amour Riders justement, non? Tu vois ce morceau? C'est sûr. C'est horrible ce qu'ils disent. Qu'est-ce que tu veux faire pour cet après-midi? Je veux tuer des Crips. Et justement, il y a un morceau sur cet album qui s'appelle Creep. C'est Domino qui. Ok. C'est après que je me suis rendu compte, mais c'est la voix de Domino. Je cherche et c'est Domino. En fait, j'avais entendu Domino avant qu'il marche et je savais pas en fait. Et c'est là que je me rends compte, mais il doit être vraiment dur dans ce jeu de gangbanging pour aller rapper sur ce projet. Et en plus, le morceau s'appelle Creep. Tu vois, tu peux pas clamer plus que ça. Et voilà. Et une fois de plus, c'est quelqu'un, on le regarde, il est tout petit. Il a les cheveux un peu défrisés, tout. On dirait un chanteur de zouk. On dirait un chanteur de zouk à l'ancienne. Donc, en plus, sa musique est très laid back. Il chante, on sait pas vraiment s'il rappe ou il chante et tout. Et on a l'impression, vu de France, que c'est un gentil en fait. Mais le mec est un gangster. Mais c'est ça la force des. C'est ça. Et Long Beach a amené ça. Ouais, Long Beach et un petit peu Oakland aussi. Parce que tu vois, t'as un mec comme Drew Down par exemple. Ouais. Mais après aussi, autre chose, le pimp, c'est Hassel et Pimpin, tout ça. Donc, quand t'as un pimp, t'es un séducteur, un peu. Tu dois persuader des filles de faire des choses bizarres. Donc, lui, il met sa coiffure de Napoléon, tout ça. Donc, ils sont obligés d'être un peu laid back, tout ça. Mais, tu parles de tuer des gens avec le sourire. Ouais. Ils font un barbecue en même temps. Long Beach, c'est ça, tu vois. C'est encore un autre truc. Mais c'est pour ça que je dis, j'appuie sur ça. Domino, encore une fois, comme Snoop, comme Warren G, quand on écoute le truc à la française, ça veut dire sans comprendre les paroles, on ressent la vibe, on a juste envie de faire un barbecue et de passer un bon moment. Mais des fois, il y a des trucs durs dans ce qu'il dit. Et c'est un des premiers qui arrive avec le délire complètement chantonné, complètement un peu foufou, tu vois. Les gens pensent que Drake a inventé ça aujourd'hui. Ouais, voilà, par exemple. Et Domino le faisait en 1993, 94, 95. Sur des beats vachement G, le premier album. Moi, personnellement, j'ai découvert Domino très très tard. Genre, il y a pas très longtemps, je savais que ça existait. Le morceau Ghetto Jam, je l'avais entendu comme tout le monde, mais je m'en battais les couilles à l'époque, tu vois. Et en fait, je suis retombé sur un maxi chez un de mes potes DJ. C'était For My Peeps. Tu vois ce morceau ou pas? Très bien. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, mais j'ai trouvé ça trop chaud. Parce que c'est tout ce que j'aimais, c'était construit comme je l'aimais. Et du coup, j'ai réécouté un peu. J'ai pas tout kiffé, mais j'avoue que... Les 2 premiers albums sont magnifiques. C'est ceux qui sont sortis chez Def Jam. Ils sont magnifiques. Def Jam aussi? Def Jam, ouais. Je te dis que eux, ils étaient sur le coup. Allez. Je t'ai dit de South Central Cartel à Jayo Felony, à Warren G, tout ça. Ils étaient sur tous les fronts. Ils disaient, allez, tout ce que Def Row n'a pas, on récupère. C'était vraiment... Def Jam était le 2e label de G-Funk à un moment. C'est fou à dire. Mais voilà, après Def Row, c'était Def Jam. Et c'est là, tu vois, quand tu vois qu'après, ce qu'ils font, ils ont fait Def Soul, ils ont fait le R&B que ce soit de Kelly Price à Montel Jordan, Def Jam South en mettant Scarface, qui signe Ludacris. La première, c'était ça, c'était Ludacris. Après, ils ont fait un album de Scarface, ça. Mais voilà, ils étaient très visionnaires sur le truc. On va aller chercher partout, voilà. Donc, Domino se retrouve chez Def Jam et bien sûr, encore une fois, un succès énorme. Mais il faut savoir que là, on est dans la première moitié des années 90 et à partir de Dr. Dre, de Chronic, dès que tu fais de la G-Funk et
que c'est bien promotionné, il y a de grandes chances que tu marches. Il faut savoir que là, on est vraiment dans un gros boom. Tout fonctionne quasiment. Donc là, Domino, sur son album, il n'y a pas Snoop, il n'y a pas Dre, il n'y a pas Warren G. Et ça marche. Après, il y a eu quand même il y a eu un effet pervers à ça, où tous les labels, enfin toutes les majors ont essayé de signer 2-3 mecs de Long Beach ou des environs, et ils ont fait des morts, tu vois. Bien sûr, ça existe. Je crois que tu reviendras un peu plus tard, mais bien sûr, il y a des gens qui notamment un mec que moi j'adore et qui était dans le morceau Got Some Gangsta Shit, mais Swoop G, qui a signé, qui a fait des bêtes d'albums, Undisputed et je sais plus comment, et je crois qu'il y a même des morceaux qui sont dans les deux albums, tellement c'était des bordels de contrats où il a essayé de faire un album, il s'est fait rendre son contrat à gauche, on va faire machin. Badass aussi, qui a fait Personal Business, qui est dans mon top 5 de tous les albums confondus, c'est sorti en major. Ouais, et via Doggy Style, hein. C'est le deuxième album? Tu parles du deuxième? Ah non, non, du coup le premier, je crois. Le premier, je crois qu'il est sorti en major. Ouais, après, mais c'était une distribution. Ok, d'accord. Distribution, et tout le monde s'en fout aussi. Mais bon, bref, on parlera en fin d'émission des talents gâchés de Long Beach, c'est comme ça que j'appelle. Maintenant, on va parler. Alors là vous, pour l'introduire, je suis obligé de dire, voilà, là, vous avez entendu Domino. Il y avait ce truc chantonné qui a pris tout de suite, c'est mélodieux. Il y a un autre mec de South Central qui s'appelle LV. Ouais. Qui était sur le refrain de Gangsta Paradise de Kool. Le morceau interplanétaire a cartonné dans le monde. Qui est complètement affilié au South Central Cartel. Voilà. Vrai crew gangsta. Voilà. Ouais. Et il a dit... Ensuite, il a sorti son album solo dans la foulée. Avec un super single avec Treach de Naughty by Nature qui s'appelle Throw Your Hands Up. Je vous conseille le clip, un grand barbecue, magnifique. Ah putain, ouais. C'était magnifique ça. Et lui, quand on lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais du R&B? Il a dit non, je fais du R&G. Rhythm and Gangsta. Et ils ont dit, ok, c'est un nouveau mouvement, c'est les mecs de Los Angeles qui chantent, qui racontent que des trucs de gangsters. Et grâce à ce succès de Gangsta Paradise, il a bloqué un peu la route pour l'artiste dont on va parler, qui s'appelle Nate Dogg. Grande tristesse. Rest in peace. Plein de tristesse les uns après les autres. Les gens qui suivaient Death Row savaient que Nate Dogg était rempli de talent, que Nate Dogg était à chaque fois qu'il chantait sur un album de Death Row, c'était juste magnifique. Mais dans les charts, nous on voyait LV. Donc moi je sais que moi de mon côté, avec tous mes fans de West Coast, on était frustrés. On se dit, quand est-ce qu'il sort un album, Et Death Row repoussait tout le temps la sortie de son album qui était prêt. Il le repoussait tout le temps. Et à un moment donné, lui, il a fallu qu'il mange, qu'il gagne de l'argent. Donc il s'est ouvert, déjà, il a quitté Death Row. Et il s'est ouvert à une politique de featuring. Il a fait énormément de featuring. Ça, c'était tard quand même. Ouais, mais en vérité, il avait toujours pas sorti d'album. Ouais. Parce que son album était repoussé. Mais surtout qu'il était prêt, parce que quand tu... il était enregistré. On va dire que le premier vrai album c'est le double Ghetto Preacher Prodigal Son. Si tu l'écoutes différemment, non, mais où il y a l'album qui devait sortir chez Death Row. Voilà, c'est peut-être deux albums en fait. Et il a eu le temps de faire un deuxième album, et le deuxième CD, c'est l'album qu'il a fait après en indépendant. Il a récupéré ses bandes, et le double CD, c'est l'album chez Death Row plus son nouvel album. Voilà. Et finalement, Death Row sortira l'album beaucoup plus tard. De Nate Dogg, mais on le connaît déjà. Nous. Et il y a des trucs un peu datés quand ça sort au début des années 2000, si je dis pas de conneries, ou en 99. Ouais, très tard. Il y a des trucs qui sont déjà datés. Après la guerre, en gros, comme je dis. Ouais, bien sûr. Ouais. Et ça sonne. Après, c'est toujours cool d'avoir des morceaux de Tupac, même qui sont déjà sortis, des morceaux de Corrupt, même qui sont déjà sortis, des morceaux de Dogg Pound, des morceaux de Nate Dogg, des trucs cool, tu vois. Ouais, voilà. Mais en tout cas, pour moi déjà, il a pas le succès qu'il mérite parce que Death Row l'a négligé. Et LV finalement lui a volé la vedette, même si LV ça a pas duré longtemps, ça a duré le temps d'un album. Et ensuite quand LV ça s'est éteint, Nate Dogg, en faisant sa politique de featuring, en faisant des refrains pour tout le monde, c'est là finalement qu'il a réussi à exister. Et ça a été une très bonne idée en vrai, parce que tout le monde le voulait, et pas que les Californiens. Il était appelé partout. Là tout de suite en tête, j'ai ce morceau de Fabulous, I Can't Deny It, I'm a Fucking Right, où il reprend la phrase de Tupac, je me rappelle plus exactement. Moi j'ai Aria Codes de Ludacris, magnifique. Magnifique morceau. Oh non, avec les mecs de... Avec Fort Munch, tout ça. Je les énervais de New York.
York, tout ça. Il est appelé partout et c'est une caution pour passer à la radio. Ouais. C'est-à-dire, quand t'as Nate Dogg sur l'enfant, tu passes à la radio. Ouais. Et lui, il se fait énormément d'argent comme ça. Il le dit, moi, mes featuring coûtent de plus en plus cher parce que c'est comme ça qu'on me voit. Grâce à moi, les gens passent à la radio. C'est niquer la santé. Donc, aussi, le pauvre. Ouais. Mais, bon. À prendre du cash. Mais il fallait qu'il vive. Et finalement, c'est comme ça. Et celui qui le remet bien en selle, c'est Dr. Dre quand il fait Chronique 2001, finalement. Toutes les apparitions de Nate Dogg sur cet album sont légendaires. Le Smoke Weed Everyday et sur Explosive. C'est juste magnifique. En fait, il le remet bien et il sort son deuxième album qui est en vérité un troisième album. Qui est en vérité un premier album. Voilà. Parce que c'est comme si on était dans le rap français, on dirait qu'il a sorti des mixtapes. Ouais, voilà. Pour moi, il recommence à zéro en vérité à ce moment-là, qui est Music and Me. Et c'est à ce moment-là vraiment qu'on peut se dire, ok, il tient sur un album. Le mec, il a fait un album beaucoup plus court et avec beaucoup de featuring parce que c'est en même temps il a collaboré avec tellement de gens. Il a invité quasiment tous les gens avec qui il a collaboré, ils sont tous sur cet album-là. Et cet album est solide, il est sérieux et tout. C'est un album que j'aime beaucoup. Et donc à partir de ce moment-là, les gens l'appellent encore plus. Et pour la petite histoire, parce qu'il nous a quittés, les dernières personnes à avoir sorti un morceau avec Nate Dogg sont français, mec. Ah ouais? C'est les psychiatres de la rime. Ok. Ouais, après, il y a des enfin, moi, je suis notamment, Battlecat et Amplified, deux producteurs Battlecat qui est, je crois, mon musicien. Mon être humain préféré. Tu vois la bizarre. Suivez Battlecat sur les réseaux sociaux et regardez ses directs. Regardez ses Insta Live. Non, mais, et lui, il a sorti 2-3 morceaux. Après, il y a un album dont t'as pas parlé. Déjà, il a sorti ensuite un autre album, je crois, non pas posthume, mais un autre album qui est sorti, qui a pas du tout marché, où il est assis sur la pochette, il s'appelle que Nate Dogg, il y a pas de titre et je saurais même pas dire. C'est pas un album officiel, ça. Non, c'est pas un album officiel, mais mais il y a un album qui est très très important pour moi et très très important, je pense, pour Long Beach, c'est l'album de 213, The Hard Way. Ouais, je vais en parler après. Putain, je suis désolé. Je fais des spoilers alert. Ouais, non, mais après c'est Long Beach, t'imagines bien qu'on va parler de tout ça. Mais pour moi, je crois que c'est. Il arrive trop tard, cet album. Il est parfait. Malheureusement. Musicalement, il est charmé. C'est très bien fait, très bien réalisé. Tu parlais de mix. Le mix est excellent. Tout est bien. C'est Battlecat qui change de nom. Il arrive. Il se signe B-Sharp. Et il fait presque tout. Je savais pas. Eh ben, il se signe B-Sharp. Après, ça s'entend quand t'entends. Ouais, non, mais après. Le morceau MLK, par exemple, avec les petits pianos. Moi, je suis dans Joystick, moi. Ça me faisait trop rire. C'est le morceau produit par Warren G de l'album. Ouais. Et il y a DJ Pooh qui fait Group Love. Aussi, tout à fait, ouais. Mais, voilà, pour en revenir à Nate Dogg, ouais, cet album-là, du coup, c'est l'album du groupe 213, qui était à la base un groupe que Dre a séparé, voilà. Mais, qui est un super album parce que du coup Nate Dogg a une super place dessus. Exactement, ouais. Voilà, mais il arrive tard, il arrive vraiment à un moment où tout est retombé et je pense que cet album-là il serait sorti un peu plus tôt, il aurait énormément marché. Maintenant voilà, mais en tout cas Nate Dogg c'est le roi des refrains. Alors il y a eu des Akon, après il y a eu des T-Pain et tout ça. Nate Dogg a inventé ça. Alors là, Nate Dogg a inventé tout ça, je tiens à le dire. Juste pour que vous vous rendiez compte tous, écoutez le morceau Boss Life. Oh, merci. Sur l'album de Snoop. Ouais, c'est Akon. Et ensuite allez regarder le clip ou allez écouter la version du maxi. Ouais. C'est Nate Dogg. Le même texte, le même refrain. Voilà. Vous entendrez la différence. Voilà. Et je crois que tout est dit. C'est clair. Voilà. Là maintenant on va parler du feu follet, le foufou, je l'appelle l'incontrôlable, la grande gueule de Daz Dillinger, du Dog Pound qu'on appelait d'abord That Nigga Daz et qui est devenu Daz Dillinger. Surnom paraît-il qui a été donné par Tupac lors d'une soirée d'un repas où il a décidé d'appeler Snoop Da Dog Father. Ah, Dog Father aussi ça vient de Tupac. Et Corrupt, Young Gotti. Ok, et Daz Dillinger.
Exactement, et tu vois qu'en fait, le truc, c'est qu'ils étaient dans un délire de mafieux. Il a dit, toi, en fait, t'es comme John Gotti. Donc, Young Gotti, toi, t'es le parrain d'Adogfather, et toi, t'es le mec qui tire Dillinger. Voilà. Ah ben voilà, Tupac est totalement mafieux. Rest in peace. Daz, comment dire, ce mec, il me fascine par sa grande gueule, en fait. Il est toujours en train de dire, de balancer les trucs, tu sens que les trucs qui doivent rester secrets. Comme on dit, ce qui reste à Vegas doit rester à Vegas. Lui, c'est le genre de mec, il est avec toi à Vegas, ben, ça va pas rester à Vegas. Il prend des photos, il poste sur Instagram. C'est le genre de mec. Donc moi, bien sûr, vu de loin, il me fascine. J'aime beaucoup parce que il raconte des trucs incroyables. Je vous donne un exemple. Michelle Lee, donc qui était la petite amie de Dr. Dre à l'époque Ruthless, tout au début, à l'époque d'NWA. Et ensuite, quand Dr. Dre monte Death Row avec Suge Knight, tout doucement, eux ils se séparent. Et tout doucement, elle se met en couple avec Suge Knight. Et à un moment, Suge Knight, il dit ouais, on signe Michelle Lee chez Death Row. Et Dre veut pas, lui, il est en embrouille avec sa meuf. Il dit non, moi je suis plus avec elle, je veux pas. Lui il dit non, mais moi je veux, c'est ma meuf maintenant, on la signe. Donc finalement ils l'ont signé, ils ont sorti un album qui était pas terrible. Mais voilà, de toute façon Dre était parti, je crois, quand l'album est sorti. Mais en gros, cette fille sort avec les deux associés qui deviennent en plus ennemis, tu vois, c'est très dur. Et je me rappelle d'une interview de Daz Dillinger, on lui parle de ça, de cet épisode, ouais, parce que lui il dit que c'est elle qui a foutu la merde chez Death Row. Il a dit clairement sur Vlad TV. Voilà. Il dit que Michelle Lee a foutu la merde chez Death Row et tout. Il dit mais comment ça? Il dit mais parce que elle a baisé avec les deux associés qui sont devenus ennemis. Mais un jour je vais en studio pendant la séance de All Eyes on Me et je suis là en train de regarder et tout et je vois. Elle est là dans le studio, Tupac il est là à fond dans son boulot, il est devant la console, vous savez comment Tupac est un acharné. Et je vois Michelle Lee qui commence à caresser l'épaule de Tupac et tout, mais une façon de caresser l'épaule, c'est pas un truc de pote. Ils ont baisé. Ils ont baisé et tout ça. Et ce qui est fou, c'est que une semaine après cette interview, la vidéo fait surface. Elle est trouvable sur YouTube. Et on voit vraiment Michelle Lee en train de caresser l'épaule et on voit très bien de la façon dont elle caresse l'épaule qu'il s'est passé des choses, voilà, machin. Donc lui, en gros, il dit, elle a baisé avec Dr. Dre, elle a baisé avec Suge Knight, elle a baisé avec Tupac. Il dit, c'est trop. Toutes ces embrouilles-là, c'est à cause d'elle. C'est vraiment un soap opéra, en fait. Ouais, non, mais et quelque part, ça me rend triste que le film Straight Outta Compton et ensuite le film All Eyes on Me soit aussi pété et aussi mensonger dans l'histoire, dans la manière de raconter. Avec la réalité, il y a vraiment matière à faire un bête de film, tu vois, un Narcos en fait. C'est clair. Une série Netflix dégueulasse. Il y a une série qui arrive, normalement. Mais non, mais il y a un film fait par, justement, on va y retourner, Daz Dillinger. Oui, mais un ça, horrible film pas, qui va ressembler à Get the Hookup de Master P. J'ai vu un extrait où le fils de Dr. Dre joue Dr. Dre. Et le neveu de Daz joue Daz. Ils sont pas acteurs. Putain. Non, mais c'est pas pire que les mecs d'Outlaws qui jouent les mecs d'Outlaws dans le film de Tupac. Ça, c'était dur, ça. Les mecs, ils avaient déjà 130 ans à l'époque. Non, mais c'est bien que tu dis ça parce que ça résume le personnage. Daz Dillinger, il s'en fout de tout. Ouais. Et faut savoir que quand il est chez Death Row, quand ils font l'album Dog Food, donc de Dog Pound chez Death Row, le mix est magnifique. Il y a marqué supervisé par Dre. Dre, c'est quelqu'un qui est très pointueux sur ces choses-là, donc il s'est pris la tête pour que ce soit magnifique. À partir du moment où il n'est plus chez Death Row, par exemple, il a son premier album solo, il sort chez Death Row, le mix est magnifique, tout est bien. Dès qu'il quitte Death Row, il se met sur son label DPG Records, les mix c'est n'importe quoi. Il a des albums qui sortent sans mix ou alors sans mastering. Mais il commence à faire ça, il s'en fout. Et moi, là, moi j'ai un problème avec ça parce qu'en fait, quand t'écoutes Doggy Style où c'est marqué Produced by Daz. Non, c'est Dre. Ah oui, non, et quand tu regardes le track listing, il y a des morceaux qui sont produits par Daz. Da Dog Food, tout produit par Daz. Executive producer Suge et mixé par Dre. Supervisé. Voilà. Moi je suis convaincu que Daz il sait pas faire de musique. Non, moi je suis convaincu qu'il sait pas faire de musique parce que il y a Superfly qui est un vrai musicien. Il y a, je sais plus son blaze, mais un espèce de latino, je me rappelle plus de son nom, qui faisait les guitares et les basses. Et il y a des boîtes à rythme qui sont déjà programmées par d'autres personnes.
Et si t'arrives dans un studio et tu dis attends fais comme ça, et change, mais plus clair, mais plus un clap, mais machin. C'est quand même producteur, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est Quincy Jones. Ouais, mais moi j'arrive pas à y croire que Daz. Moi Daz pour moi, il sait faire du son parce que tout ce qu'il fait chez DPJ Records, il a pas le temps et le budget d'aller chercher tous les musiciens comme à l'époque de Death Row. On entend, mais c'est pas merveilleux. Mais quand c'est merveilleux quand il fait sa base et qu'il appelle les meilleurs musiciens et tout, mais comme Quincy Jones le fait. Ouais, mais même quand il est en galère et qu'il fait des albums lui tout seul. Donc tu vois, il y a Revenge, Retaliation et Get Back qui est sur Death Row, qui est bien mixé, featuring Tupac, featuring machin bidule. Après il y a Raw qui sort. Ouais. Raw, c'est un bel album, c'est cool parce que c'est très très gangsta, il y a des bons morceaux avec Corrupt, il y a des bons morceaux avec One Night Street, machin. Avec mais les Morrison. Voilà, mais les morceaux dont la production est un petit peu au-dessus, c'est des morceaux qu'on peut trouver sur d'autres albums. Ouais. Sur l'album de Corrupt, sur l'album la compile One Night Street des mecs de comment il s'appelle Lil C Style. Et sinon les morceaux produits par Daz, c'est de la sirène dégueulasse. Ouais, Raw, le morceau Raw, et moi je pense à ce les kits, et pour être encore plus précis, c'est les kits de batterie de base des machines Roland. Et les sirènes de base des machines Roland. Donc le mec il a une Groovebox qui coûte $800 à l'époque, même pas, peut-être $120 à l'époque, et il fait toutes ses musiques on est précis dans Roulette Driver, on a même les prix des machines. Non mais tu vois, parce qu'en vrai moi cette machine, moi j'ai eu une Roland D2 et je me suis retrouvé comme un con à pouvoir faire les mêmes chansons que Daz, les mêmes chansons que Rock Wilder, parce que j'avais les kits de batterie de Rock Wilder. Directement. C'était déjà dans la machine. Voilà. Ouais, mais moi ça me dérange. C'est rigolo. Ça me dérange pas, ça, je critique pas ça. Mais maintenant, bien sûr. Scandalous, c'est pas pareil. Ouais, mais parce que en vérité, il fait et il rajoute des gens sur Scandalous, ils ont voulu un truc musical. Mais quand t'écoutes My Ambition as a Rider, tu peux pas me dire que c'est pas Daz qui l'a fait. Peut-être que c'est lui. Et il y a pas grand chose. Mais peut-être que c'est Superfly qui lui. Mais quand tu vois, il a pas besoin de quand Tupac il dit au début de Scandalous, Daz, stop fucking around with the piano. Bah je suis sûr. Donc, c'est pas lui. Moi je mets ma main à couper que c'est pas Daz qui fucking around with the piano. Il y a pas de souci. C'est l'Amérique. Les mecs. Il y a un mec qui est chef d'orchestre et après un mec. Et après, moi c'est mon avis. Corrupt est 150 millions de fois plus fort en termes de rap. Non mais ça c'est pas ton avis, ça on est tous d'accord. Non, je te jure qu'on est pas d'accord. Moi je viens de Lyon. Ouais, il y a des gens qui trouvent que Daz c'est une star. Il y a des gens qui trouvent qu'en rap Daz il est meilleur que Corrupt. Un paquet. Non, mais pour moi et il y a même un grand rappeur français qui pendant les années 2000, ça s'entendait que Daz c'était vraiment son rappeur préféré. Après c'est vrai que l'album This Is The Life I Lead, il est très très bien. Non mais Daz a des bons albums. Magnifique. Il a des bons albums. Mais on peut pas le comparer à Corrupt en termes de rap. C'est pas possible. C'est-à-dire eux-mêmes ils le savent. Ouais. Ça, pour la petite histoire, Corrupt rentre dans le Dog Pound suite à un battle. Ouais, il paraît. Ouais. Sur Hollywood Boulevard, Snoop contre Corrupt. Et là, rumeur dit que Corrupt aurait gagné ce jour-là. Et c'est comme ça que Snoop a dit toi tu es chaud, viens, roule avec nous. Moi je pense que Corrupt à la grande époque, il aurait pu manger n'importe qui en rap, tu vois. Mais Eminem, tout le monde acclame Eminem, tout ça. On lui a demandé c'était quoi son top 3, son top 5, il y avait Corrupt dedans. Jay-Z, on lui a demandé son top 20 ou quoi, il a dit Corrupt dedans. Donc les grands rappeurs savent que Corrupt c'est le rappeur préféré. Hein. C'est le rappeur préféré des rappeurs préférés. C'est un peu le Danny Dan français. Ouais. Voilà. Pardon, excusez-moi. Donc voilà. Mehdi, si tu nous écoutes. Ouais, il aurait adoré ça. Maintenant, moi, Daz, je prends. C'est comme, il y a des gens qui disent ouais, mais Dre, il paraît qu'il fait pas tout. Des fois, il fait rien, tout ça. Oui, mais c'est Dre. Son nom, il est crédité. C'est lui. Moi, je prends pour ça, pour ce que c'est. Pour moi, Daz, pour le crédit qu'il a, pour ce qui est crédité, c'est un mec aussi important que Warren G à Long Beach. Pour le son, G-Funk, tout ça. Dre, je prends. Ouais. Et ça se voit parce qu'aujourd'hui, une personne sur deux, il a un casque où il a marqué son nom, donc ça montre qu'il a été important. Ouais. Daz, je prends moins, et ça se voit aussi parce qu'aujourd'hui, il fait des périscopes sur des parkings à 6h du matin où il fait écouter son album entier. Non, mais le gars est fou. Et en faisant de la gym. Tu l'as vu ce truc ou pas? Non, j'ai pas vu, c'est horrible. Non, mais le gars est fou. J'ai commencé mon émission en disant que c'est un fou, c'est une grande gueule, il est fou. Mais ça n'empêche pas que le mec est talentueux et que lorsqu'il a marqué son nom, il y a de grandes chances que le beat soit bien. Voilà. Moi, c'est là que je voulais en venir. On va parler maintenant de celui que j'appelle le sous-estimé.
Badass. Ah, je sais que c'est quelqu'un que tu aimes beaucoup. Moi, j'adore Badass, ouais, vraiment. Voilà. Moi, Badass, ce que j'ai aimé chez lui, donc la première fois que je l'ai vu, je crois que c'est dans LBC Crew, c'est que quand je le regarde, je vois les ghettos de Los Angeles. L'allure, l'attitude, la dégaine, tout. Exactement. C'est clairement ça. Et moi, même si je croise ce mec-là par hasard à New York ou à Détroit, je lui dis, tu viens de Los Angeles, toi? il envoie ça directement. Et quand il rappe, c'est pareil. Et à un moment donné, New York, qui est quand même un endroit assez chauvin, et quand je dis chauvin, c'est limite raciste, entre guillemets, c'était pas de New York. Au niveau du rap, ouais. On t'aime pas, voilà. Et de toute façon, tout le monde, que ce soit NWA pour la West Coast ou Ghetto Boys ou UGK pour le Sud, ils ont tous des histoires communes. C'est la première fois qu'ils vont rapper à New York, même Cash Money, ils se font huer. Parce que New York les comprend pas, en fait. Et, ils ont une idée, le rap, ça doit être à la new-yorkaise et tout. Et voilà, moi, si tu veux, à un moment donné, quand la G-Funk a explosé, New York s'est mis à critiquer la West Coast en disant ouais, mais ils ont pas de texte, ils parlent que de gang, de fumer des joints et de baiser des meufs, et voilà, ils ont pas de texte. Et ça a créé West Side Connection, ils ont monté un groupe pour répondre à ça, et ils ont eu énormément de succès en répondant à ces attaques new-yorkaises. Pourquoi ils ont eu autant de succès, West Side Connection? C'est parce que les gens du Sud se sentaient concernés par ça. Les gens du Midwest se sentaient concernés. Mais aussi parce que c'était des mecs qui étaient déjà des stars, quelque part. Ouais, bien sûr. Mais ils arrivent avec un discours quand même en disant, vous les New-Yorkais, vous nous aimez pas, nous on vient de la West Coast, on représente cette West Coast et on vous emmerde. Mais finalement, les Sudistes, ils se sentaient dans la même position, ils ont acheté ce disque. Le Midwest se sentait dans la même position, ils ont acheté ce disque. Mais est-ce que la West Coast a acheté ce disque? Moi, je crois pas. Si. Sérieux? Ah, si. Parce que c'est quand même un peu, West Side Connection, c'est un peu, putassier, genre lui c'est affilié Bloods, McTen, lui c'est affilié Crip, Dopsy, lui c'est Hustler, c'est pas un gangsta. C'était pas nouveau ça. Il est en noir. C'est vraiment la musique. Dans la musique, on voyait des Bloods et des Crips travailler ensemble. Ouais. Après, c'était pas nouveau. Et pour en justement en Californie, ils ont beaucoup aimé Ziz, c'était une fierté de dire on vient de la côte ouest. Okay. Et Badown, ça veut dire prosterne-toi devant nous. C'était une fierté. Tu sais quoi, il s'est passé un truc de ouf dans ma tête, c'est que j'ai pensé directement au deuxième album. Qui était un peu raté. Et j'ai oublié le premier album qui est charmé. Ouais, avec The Gangsta, The Killa, The Dope Dilla. Ouais. C'était un succès. Et en fait, voilà. Et Badass, pour moi, de par son rap, il répond à ça. Ça veut dire que techniquement, il envoie le mec. Ouais. Et tu peux pas le nier, même si t'es un New Yorkais, justement, ouais, toi, les flows un peu chantonnés, de Long Beach, tout ça, ça t'énerve un peu et tout. Quand t'écoutes Badass, tu dis non, le mec, il kick. Ah, le mec, il kick. Et le mec, il raconte des trucs aussi. Y a par exemple un morceau que vraiment j'aime beaucoup. C'est la track 2 de l'album Personal Business. You Don't Wanna Be Broke. Ok. Et très explicite. C'est incroyable parce qu'en fait, tu vois, quand son premier couplet, c'est un long couplet, je crois qu'il fait 24 mesures, ou peut-être même plus, et c'est vraiment tout ce que j'aime dans la rap, où il commence en disant I'm a product of the black, après, tu vois, il introduit un environnement, après il parle de ce qu'il a fait, il vend un peu de la drogue, machin, et ensuite il donne un exemple, et il fait un petit storytelling sur 4 mesures. Okay. Et ensuite, il fait une petite phase d'ego trip sur 2 mesures, mais la phase d'ego trip, elle repart sur un storytelling sur 8 mesures. Ok, ça vit quoi. Exactement. Se passe plein de choses. Et le clip de ce morceau, je sais pas si tu l'as vu, mais genre il a pas de lui évidemment la page Badass Vevo n'existe pas, évidemment. Là, tu la trouves postée par quelqu'un d'autre. Par quelqu'un en qualité pétée. Et en fait, c'est un clip où il y a plein de badass. Et il y a un badass qui fait du skate parce que tu vois, Long Beach, on peut se déplacer en skate. Ouais, et surtout lui, c'est vraiment un skater. Hein. Ouais. Bah ça se voit. Il y a un badass, c'est un vrai gangster. Il y a un badass, c'est un hustler peut-être c'est un livreur de journaux ou je sais plus quoi. Et tout se mélange. Voilà. Et c'est là où moi j'aime bien parce qu'en fait ça raconte la vraie vie. C'est ça. Là, quand t'écoutes ce mec-là, tu peux pas dire il y a pas de texte, tu peux pas dire il y a pas de flow. Il répond à ça. West Side Connection, ils l'ont fait directement. Allez, voilà, comme on dit, réponse du berger à la bergère. Mais Badass, moi, je trouve que c'est artistiquement
il répond à tous ces critères. C'est un rappeur, c'est vraiment un rappeur. Il envoie, lui, il chante pas, il chantonne pas, il rappe seulement et il le fait très très bien. Et c'est pour ça que je dis le sous-estimé. Ça veut dire vraiment, pour moi, ses 2 premiers albums, il valent le détour. Après, il a commencé. Moi, Money Run et Executive Decision, c'est des. Surtout Money Run. En fait, ça me rappelle des moments dans ma vie. Ouais, on a beaucoup écouté ça. Il y a des morceaux. Mais c'est pas un album. Non, solide. C'est pas ouais. Voilà. Et surtout, et après les tentatives de retour qu'il a fait avec ses mixtapes et tout, I'm Back and I'm Going Nowhere, c'était gênant. Moi, je crois que Personal Business, Word on the Street, c'est un album qui est arrivé tôt et que mon grand frère avait ramené chez moi et qui m'avait vraiment bousillé. Il y a notamment le morceau Ghetto Star. Moi, c'était le morceau avec Lady of Wedge, je le trouve incroyable. Ouais, je crois, ouais. Le morceau Ghetto Star, il existe avec Tupac. Mais c'est pas un couplet qu'on a pris, qu'on a passé. Il a vraiment rappé dessus. Il y a même des phases que Badass a récupérées dans sa version. Ok. Et ça, c'est le morceau. Tupac aimait beaucoup Badass. C'est le seul featuring sur Machiavelli. Tu vois, je veux dire, les gens oublient ça. Sur Machiavelli, il y a un feat, c'est Badass. Les gens ne se rendent pas compte. Donc, si Tupac appelle que ce mec-là, à un moment, faut lui donner du crédit. Et par contre, Personal Business. Là, moi, je pense que c'est. Quand je dis seul featuring rap, à part les chanteurs de R&B sur Tossy Up. Et les gars d'Outlaws aussi. Ouais, après Outlaws, c'est normal. Mais voilà, il y a Badass, c'est tout. Et Personal Business, pour en revenir à ce disque. Super disque. Et encore une fois, la patte Doggy Style. Ouais. Parce qu'il y a des prods de Battle Cat, des prods de Fred Drake, Butch Cassidy qui fait des refrains, les Doggy's Angels. Ouais. C'était, tu vois, c'est. Il y a un morceau, je l'ai pas programmé malheureusement parce que je peux pas faire, j'ai pas assez de temps, je peux pas mettre tout ce que je veux, mais il y a un morceau avec Raskas et Butch Cassidy au refrain, c'est une merveille, Battle Cat à la production. Et là, justement, le couplet de Badass, c'est. Come on, let's go, get out. Voilà, on parle bien du morceau. Évidemment. Qu'est-ce que j'ai écouté ce morceau. Moi aussi, j'adore ça. Mais bon, on va devoir choisir des morceaux, donc j'en ai choisi 2. Il y en a un, j'ai essayé de me montrer 2 styles différents. Il y en a un, bien sûr, c'est le We Putting It Down avec Snoop, le fameux. Et je me rappelle, je sais pas si t'étais là. La première piste du premier. Exactement. Ouais. Je sais pas si t'étais à Paris à ce moment-là, mais parce qu'il me semble qu'il a pas pu jouer à Lyon, Snoop, si c'était cette époque-là. La première fois qu'il vient en concert, non. Il vient avec C-Murder, avec des mecs de No Limit et tout. Non. Et il vient avec Badass. Non. Ouais, et ils ont fait ce morceau sur scène. Oh putain. Paris ne savait pas qui c'était. Oh putain. Mais moi et mon gars c'est rigolo. Vibe le chanteur, No Blagada, nous on savait. Et on était tellement contents. Eh ben non, moi j'y étais pas, j'étais très jeune à cette époque. J'étais trop jeune, je pense, je devais avoir 13-14 ans quand il est venu en France pour la première fois. Et mon grand frère y était, avec mon cousin. Et il y a donc les mecs de No Limit qui jouent, si Murder, machin, ça part en couille, ça énerve. Et ils font des signes de flingue, et ils font des ratatatatata. Quand tout à coup, c'est le moment de Snoop, il y a quelqu'un qui tire dans la foule. Et Snoop ne sort plus. J'ai entendu cette histoire, c'est pour ça que je dis, il me la semble qu'il n'a pas joué à Lyon. première venue de Snoop à Lyon, ça s'est pas passé. Par contre, après, il y a eu une venue de Warren G avec les Twins. Ouais. Et là aussi, j'étais trop jeune malheureusement. J'avais pas pu y aller, mais à Paris, c'était autre chose en fait. C'est bagarre générale dans le Zénith, incontrôlable. Les mecs de la sécurité n'arrivaient pas contre une demi-heure de bagarre. Une demi-heure sans mentir. Les mecs se sont battus. Ça veut dire que si Murder monte sur scène, tout ça, les mecs continuent de se battre. Ils en ont rien à foutre. C'est-à-dire que les No Limit Soldiers font leur show. Ouais, c'est devant des gens qui se tapent. Après, ils s'en vont. Et en fait, les gens ont arrêté de se battre quand Snoop est arrivé sur scène avec les 2 doigts du milieu en l'air. Une cagoule, mais cagoule de braqueur. C'était des des collants. Un collant. Quand les braqueurs font ça, il avait ça sur la tête, un collant. Et les 2 doigts en l'air, là, tout le monde s'arrêtait. Tout le monde a crié. Et c'est lui qui a stoppé la bagarre juste avec sa venue. Et là, après, le concert était pas bien, en vrai. C'était Kaira, c'était sa période No Limit. Lui-même, il se cherchait et tout. Ouais. Mais il y a eu des moments forts, notamment Badass. C'était Badass qui faisait les backs de Snoop. Ça tue, putain. Et ils ont fait We Put Me Down. Mais il fait tout le temps des surprises comme ça, Snoop. Ouais. Moi, je me rappelle une fois, il était venu à Bercy, son premier Bercy en 2004 ou 2005. Ouais. Et il était venu avec un backing band. J'étais, ouais. Et ben, à la batterie, enfin au percu, c'était DJ Quick.
Et au clavier, c'était Battle Cat. Mais parce qu'il était DJ Quick, il était DJ de The Game en première partie. Mais mec, donc, ça défonce. Il était là, il a participé au truc. Parce que quand même, tu vois, si t'as envie d'avoir un clavier pour faire de la West Coast, ben tu prends Fred Rec, tu prends Battle Cat. Si t'as envie de faire de la Tollbox, voilà, c'est cool quoi. Il a ce qu'il faut. C'est cool. Il a ce qu'il faut. Voilà. Voilà. Et là, on va parler des productions de Warren G, parce que Warren G, bien sûr, en signant chez Def Jam, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il a fait sa rébellion, mais ça a marché tout de suite. Donc il fallait à un moment donné qu'il construise son empire. Il a monté son label G-Funk Productions, qui était sous Def Jam, donc distribué par Def Jam Universal, et il avait des artistes qu'on va écouter, un groupe qui s'appelle Twins, comme le nom l'indique, des jumeaux, et avec un superbe album qui s'appelle Conversation, qui est super, vraiment un album incroyable. Et il avait un groupe de plus 2 rappeurs et un chanteur, mais le chanteur avait une grosse part dedans. Donc c'était un peu dans la lignée de ce qu'on a écouté tout à l'heure, des Ned Dogg, de Domino, tout ça. Il y a un mec qui s'appelle Bo Rock, qui a un autre genre de voix, mais qui raconte des trucs de gangster avec la mélodie, avec le chant, et il est accompagné de 2 rappeurs. Ce groupe s'appelle Dove Shack, et ces 2 groupes-là, on peut les entendre sur G-Funkera Regulate, le premier album de Warren G. Donc il savait déjà ce qu'il faisait, il avait déjà placé ses artistes dessus, parce qu'il avait prévu de les sortir. En même temps qu'il signe chez Def Jam, il signe son label aussi. Donc voilà, c'est des albums qui ont pas fait disque d'or spécialement, mais qui ont participé quand même au succès du G-Funk, parce que c'était très bien produit, c'est de très bons albums. Surtout l'album de Twins, je trouve qu'il vieillit super bien et qui était déjà très bien à l'époque. Et ça a aidé à la légende de Warren G. Oui, Warren G est très très bon producteur, c'est quelqu'un qui compose. Quand je dis producteur, c'est surtout en tant que compositeur. Ça a aidé à la légende, et vraiment c'est des albums qui sont très très bien produits. Donc c'était important, comme ces 2 groupes de Long Beach, c'était important qu'on les joue, qu'on en parle un petit peu. Donc à savoir que c'est des gens que j'ai vus en concert, parce que Warren G, donc à sa grande époque, l'époque du premier album, est venu faire un concert à Paris, et The Twins étant en première partie. Et ils étaient avec lui sur scène même carrément, ils faisaient les backs et tout, avec DJ Rectangle, pour ceux qui savent, un DJ incroyable, très très fort techniquement, c'était le DJ de Warren G. Donc voilà, tous ces gens-là sont finalement venus, je me rappelle que Domino était venu aussi à Paris à l'époque, donc voilà. Roule avec Driver, spécial Long Beach, le quartier de Snoop, le quartier de Warren G, le quartier de Daz Dillinger, de Dog Pound. Depuis tout à l'heure, on ride à travers ce quartier très important, très influent, quartier qui a influencé le rap californien, et du coup ce rap californien qui a influencé le rap américain, et le rap américain qui a influencé le rap mondial. Donc voilà, tout part de là. Là, j'aimerais quand même, comme on dit aux États-Unis, il y a the gift and the curse. Ça veut dire que je vous parle de succès depuis tout à l'heure, mais il y a des gens qui viennent de cet endroit-là, qui sont pétris de talent et qui auraient dû avoir du succès, et pour certaines raisons que je vais énumérer, n'ont pas pu avoir ce succès. Comme je vous le disais en début d'émission, la Californie, c'est quand même un État, notamment Los Angeles, qui est vraiment pourri par les gangs. Et ça fait que les gens passent leur temps à s'embrouiller. C'est-à-dire, les gens à Los Angeles s'embrouillent énormément. Et c'est pas parce que t'es un rappeur que tu vas mettre ça de côté. On parle quand même d'une tonne de rappeurs qui se sont beaucoup embrouillés entre eux, qui sont redevenus amis, qui se sont réembrouillés à niveau. Et c'est mauvais pour le business. Et ça ralentit certaines personnes. Alors quand t'es Snoop, ça va, ta carrière elle est faite. Quand t'es Dre, ça va. Mais là, je vais parler de certaines personnes qui n'ont pas pu percer alors qu'elles avaient énormément de talent. Je vais commencer par un mec qui s'appelle RBX. RBX, c'est quelqu'un qui est sur Chronique de Dr. Dre, donc le premier album. C'est un mec un des cousins de Snoop, tout simplement. On parlait tout à l'heure de Daz Dillinger, mais RBX aussi est un cousin de Snoop. Donc il est bien entouré, il est avec Dr. Dre, il est avec Snoop, il est signé chez Death Row. C'est l'un des mecs qui, finalement, sur le label, connaissait le mieux Suge Knight, parce qu'il a été à la fac avec Suge Knight. Et au moment où ils étaient à la fac, en fait, eux deux, ils étaient à la fac parce qu'ils avaient un très grand talent au niveau du football américain. Les deux jouent au football américain. Suge aurait dû être footballeur professionnel si c'était pas blessé. Et à ce moment-là, il n'est pas dans les gangs, en fait, il n'est pas gangster. Et lui, RBX, il est déjà dedans. Donc lui, quand il parle de Suge, il dit qu'il a vu le changement de
footballeur américain blessé, donc déçu. Il faut que je fasse de l'argent, je commence par vendre de la weed, en même temps je vends mes services parce qu'il était très costaud en tant que garde du corps. Pour ceux qui ont vu le film sur le NWA, il commence par être garde du corps de DOC et de NWA. Voilà, il fait ça et tout doucement, il est d'un quartier de Compton qui est blood, donc rouge. Et il commence à traîner avec des gangsters et lui-même il en devient un. Lui, son gang c'était Mob Piru. C'est un MOB, voilà. Donc il est vraiment, il devient gangster et RBX le voit devenir comme ça. Et lui, il le connaissait plutôt cool. Et RBX, c'est quelqu'un qui est pétri de talent, qui est donc chez Death Row au début et à qui on promet un album. Mais malheureusement, l'album, comme Nate Dogg, il est repoussé tout le temps. Mais surtout, Suge Knight commence à lui manquer de respect. Et lui, il se dit, attends, moi, je suis dans le gangbanging depuis un moment. Et Suge, il y était pas. Je l'ai vu arriver dedans. Et finalement, il essaie de me mettre à l'amende un peu comme Warren G, sauf que Warren G, lui, il a eu le truc pour aller signer, le courage d'aller signer ailleurs, d'aller signer chez Death Row. Et lui, alors que lui, RBX, il attendait. Et finalement, il décide de quitter Death Row. Il fait une chanson qui s'appelle justement Échapper de Death Row, Escape from Death Row. Il sort un album qui était pas terrible, mais où il y a un morceau où il s'en prend à Death Row, mais plus à Dr. Dre qu'à Suge Knight, hein, on se demande pourquoi. Et il règle un peu ses comptes, mais au final, quand Dre quitte Death Row lui aussi pour monter Aftermath, il prend RBX avec lui, il le signe et ils font le morceau East Coast Killa, West Coast Killa avec Nas et KRS-One qui représentent la East Coast et B-Real et RBX qui représentent la West Coast. Et il a un morceau qui s'appelle Blunt Time sur la compilation Aftermath qu'on va écouter juste après, qui est juste magnifique. Et on s'attend à ce qu'il sorte un album sur Aftermath, mais en vérité Dr. Dre se cherche parce que cette compilation qui sort Aftermath n'a pas marché et du coup il change tous ses plans. Et lui, pour la petite anecdote, il voulait tout doucement arrêter avec le gangsta rap parce qu'il voyait tous les problèmes qu'il y a eu avec Death Row, Tupac, Biggie, la guerre East Coast, West Coast. Il voulait calmer tout ça et il voulait arrêter le gangsta rap. Et en faisant cette compilation qui n'était pas spécialement gangsta, il a vu que ça n'avait pas marché. Il a produit l'album de The Firm. Je parle de Dr. Dre toujours. L'album de The Firm qui est un super groupe avec Nas, avec Foxy Brown, avec Nature, Cormega un petit peu. Voilà, ça n'a pas marché. Et là, il se pose la question, est-ce que j'ai perdu le truc? Et c'est sa femme. Et ça, je tiens à le préciser parce que tout le monde dit que le gangsta rap c'est misogyne et que c'est pas écouté par les femmes. Aux États-Unis, c'est vraiment écouté par les femmes. Les paroles les plus salaces dans les soirées ou les concerts sont chantées et répétées par les femmes. Voilà. Et donc, c'est la femme de Dr. Dre qui dit à Dr. Dre, bon, maintenant t'arrêtes tes conneries de vouloir faire la paix, tout ça. Tu ressors tes lowriders, tes voitures qui sautent, tu ressors tes dickies et tu reparles de pute, d'herbe et tout ça parce que c'est comme ça que les gens t'aiment et c'est comme ça que ça a marché et c'est comme ça que ça remarchera. Et il a dit à sa femme, bon, tu penses? Oui. Et il nous a fait Chronique 2001, qui est un des meilleurs albums de rap, toutes catégories confondues. Donc on doit remercier la femme de Dr. Dre. Donc voilà, mais tout ça pour dire que pendant sa période de flottement, il avait signé RBX et il a jamais sorti d'album d'RBX. Donc RBX plus tard sortira un deuxième album indépendant, un autre sur le label de Daz Dillinger, mais il connaîtra jamais le succès finalement, alors qu'il a des couplets légendaires sur Chronique. Mais bon, on va écouter un morceau de cet artiste-là juste après. Je pense aussi à Mr. Grimm qui est de Long Beach aussi, qui est un artiste qui était dans l'entourage de Warren G, qui était un des premiers artistes avec qui Warren G a travaillé. Quand il signe chez Def Jam et qu'il signe son label chez Def Jam, on s'attend à ce qu'il soit dans la liste. Et finalement, non, il est pas dessus. Il y a donc, lui, il produit Twins, Dove Shack, qu'on a écouté juste avant. Et un groupe de filles qui sortira jamais, juste des morceaux à droite à gauche sur des bandes originales de films ou des compilations. Un groupe qui s'appelle The Five Footers et The Five Footaz avec l'accent bien français. Et ça sortira jamais. Et Mr. Grimm, lui, non. Il y a eu des brouilles entre les deux, entre Warren G et Mr. Grimm. Mais finalement, Mr. Grimm revient avec Warren G sur The Return of the Regulator, qui est le 4e album de Warren G, je pense, ouais, si je me trompe pas. Et il y a 3 morceaux où Mr. Grimm apparaît. On se dit, peut-être que c'est reparti, mais finalement, non. Donc, il aura jamais eu sa chance. Il a fait que des morceaux sur des bandes originales de films, dont une qui est sur Poetic Justice, qu'on va écouter juste après. Et il y a un de mes rappeurs préférés, et quand je dis un de mes rappeurs préférés, c'est pas juste de la West Coast, c'est pas juste de Long Beach, tout ça, c'est vraiment toutes catégories confondues. C'est Crocodile,
qui malheureusement n'a jamais eu son chemin en solo. Il a eu un petit moment pour briller parce qu'ils sont retrouvés à monter un groupe justement de gens avec un énorme potentiel mais qui n'ont toujours pas explosé des quatre coins des États-Unis. Ce groupe, c'est Slaughterhouse. Il l'a monté avec Joel Ortiz, qui est un super rappeur, qui s'est retrouvé signé chez Aftermath à un moment, qui a jamais sorti d'album. Il y a Joe Budden, qui malgré ses frasques, ses folies, est un très grand rappeur. J'en oublie un qui va me revenir, mais ils sont 4, si je me trompe pas. Bref, ça me reviendra. Mais en tout cas, il faisait partie de ce groupe-là qui a fini par être signé. Ce groupe a fini par être signé sur le label d'Eminem, donc Shady Records. Donc c'est pas pour rien. Lui, quand il les entend rapper, il se dit waouh, les mecs ils rappent bien. Faut que je fasse quelque chose. On sait qu'Eminem est vraiment très porté sur le kickage et tout ça. Donc voilà, Crocodile est très fort et il a jamais eu sa chance. Pareil. Sur la nouvelle version de Death Row, il s'est retrouvé signé chez Death Row. Son album n'est jamais sorti en temps et en heure. Il est sorti plus tard lorsque Death Row a été revendu aux enchères à des Canadiens. Et les Canadiens, quand ils ont racheté Death Row aux enchères, ils ont racheté aussi tous les albums qui n'étaient pas sortis pour les sortir petit à petit. Donc j'ai récupéré l'album de Crocodile comme ça, mais qui est sorti longtemps après. Et il était plus au goût du jour quand il est sorti. Donc voilà encore ce que j'appelle un talent gâché. Mais bon, en tout cas, très grand rappeur. Et à Superfly, dont on parlait un petit peu avec Romain tout à l'heure. Superfly, qui est quelqu'un qui est très très bon au clavier. Et il fait beaucoup de claviers pour les productions de Daz Dillinger. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de claviers sur les albums de Snoop et c'est un protégé de Snoop. Snoop l'avait signé chez Doggy Style Records à un moment, mais pareil, il s'était pas sorti. Il a sorti 2 albums sur le label de Daz Dillinger. Mais en indépendant, et comme je disais tout à l'heure, Daz Dillinger c'est un fou, hein. Il sort les albums comme ça, il fait pas de promo, des fois c'est pas mixé, il s'en fout. Donc voilà, il a jamais connu de succès. Et voilà. Il y a aussi E. White, dont on n'écoutera pas spécialement de morceaux, mais qui fait partie de Long Beach et qui était signé chez Snoop et qui a jamais réussi à sortir d'album. Donc tout ça c'est les talents gâchés. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris beaucoup de choses. Moi, en conclusion, ce que je voulais dire, c'est que certaines personnes qui connaissent pas le son de Long Beach peuvent penser que j'exagère quand je parle de l'influence, mais croyez-moi, j'exagère pas. J'ai vécu ce truc-là au moment où ça sortait, pas après, pas avant, et je peux vous dire que tout a changé quand ce grand chien de Long Beach, nommé Calvin Brodius, qu'on a appelé finalement Snoop Doggy Dogg, est arrivé avec un style chaloupé en disant des trucs durs. Mais par exemple, le morceau What's My Name, Snoop Doggy Dogg, tout le monde danse dessus en France, tout le monde chante, mais il dit des trucs très durs dedans. Il dit par exemple, ouais, il dit ratatatat, ça c'est le bruit du flingue, et il dit qu'il faut jamais hésiter à tirer sur un mec dans le dos. Si c'est ton ennemi, tu lui tires. Et ça, c'est un truc de gang, c'est une soumission en fait. Il y a beaucoup de gens, ceux qui ont vu le film Boys in the Hood par exemple, Ricky à la fin quand il meurt, il se fait tirer dans le dos. Et ça, dans les gangs, c'est un signe de soumission. Ça veut dire que tu t'es mis à courir, tu as tourné le dos et on te tire dans le dos. Ça veut dire que tu étais en train de perdre au moment où t'as tiré dessus. Voilà. Et dans le morceau de Snoop, What's My Name, Snoop Doggy Dogg, il dit ça dedans. Et les gens ne se rendent pas compte en France parce qu'on danse dessus, parce que c'est cool, c'est funky, c'est marrant, mais en vérité, il dit des trucs très durs, des trucs marrants aussi, mais des trucs très durs. Et Snoop a vraiment ramené ça, cette douceur. Long Beach a ramené ça, cette douceur, des trucs durs avec la douceur. Et ils ont influencé. Et après ça, il y a eu beaucoup de gens qui ont dit des choses dures sans crier. Sans crier. Vraiment. Et c'est Long Beach qui a ramené cette influence-là. Et il y a beaucoup de gens aussi qui disent... qu'ils aiment la West Coast, le rap de la West Coast, ou qui détestent le rap de la West Coast parce qu'ils disent que ouais, les mecs ils rappent tous d'une certaine façon, c'est un peu chantonné. Non, ça c'est Long Beach. Donc tu aimes ou tu détestes par rapport à Long Beach. Mais tu prends un Ice Cube qui vient de South Central, qui a rien à voir avec Long Beach. Tu prends même un Dr. Dre avant qu'il rencontre Snoop, donc NWA. Tu prends un King T de Compton. Tu prends même Kendrick Lamar aujourd'hui de Compton. Tout ça, ça a rien à voir avec ce flow chantonnant. Parce que ce flow chantonnant, c'est Long Beach qui l'a créé. Après, il y a des gens qui sont venus, qui l'ont récupéré. On écoute South Central Cartel. Ils ont récupéré ce flow-là un peu aussi chantonnant au fur et à mesure. Parce que c'était le flow qui était à la mode, c'était le flow qui vendait. Le flow vendeur, ils ramenaient des disques de platine avec ce flow. Mais c'est vraiment le flow de Long Beach. Ce truc chantonnant, c'est eux qui l'ont ramené. Et notamment par Snoop qui a vraiment mis Long Beach sur la carte. Donc voilà. C'était pour remettre les choses en place. Ramener. Pourquoi Long Beach? Parce que très grosse influence sur le rap américain.
Et pour terminer cette émission, j'aimerais qu'on écoute 2 morceaux d'un groupe que Snoop Dogg a créé juste quand il a quitté No Limit. Ça veut dire, pour reprendre la chronologie, il est chez Death Row. Après, il y a les embrouilles Tupac meurt, Dr. Dre a quitté Death Row depuis un moment. Suge Knight se retrouve en prison après le meurtre de Dr. Dre, parce qu'avec la bagarre là dans le casino, il était en sursis, il a grillé son sursis. Et donc Death Row marche sans patron. Ce qui se passe, c'est que Master P, qui cartonne avec No Limit, veut récupérer Snoop. Donc il va voir Suge Knight en prison et ils font le deal au parloir et il récupère donc Snoop chez No Limit. Snoop sortira 3 albums chez No Limit. Master P a remis sur pied Snoop. Snoop dira par exemple, la première fois que j'ai une maison à mon nom, c'est quand j'étais chez No Limit. Parce que le problème avec Suge Knight, c'est qu'il payait pas les artistes. Et quand les artistes allaient se plaindre chez Suge, ouais, mon argent, il disait, mais tu veux de l'argent pourquoi? Il dit, ouais, mais faut bien que j'ai ma maison, faut bien que j'ai ma voiture. Ah, tu veux une maison? Voilà les clés, va à telle adresse et t'as une maison. Tu veux une voiture? Attends, on va te livrer ta voiture et tout. Il leur donnait que du matériel mais pas d'argent. Ça fait que Snoop souffrait en vérité chez Death Row, parce que Suge Knight était quand même un tyran, hein. Il faut dire la vérité, faut appeler un chat un chat. Et ensuite, il va chez No Limit et il vit bien pour la première fois une fois qu'il est chez No Limit. Je sais pas, Snoop est une star mondiale dès le premier album, mais il commence vraiment à gagner sa vie à partir du 3e album. Et c'est grave quand même. Et après ce passage chez No Limit, il réapprend, grâce à Master P, il apprend l'indépendance et il remonte son label qui était Doggy Style, qui existait sous Death Row, sur lequel il a rien pu faire. Il monte son label qui devient Dog House, parce que Doggy Style Records, il avait pas pu récupérer le nom qui appartenait à Death Row à ce moment-là. Donc il fait Dog House Records et son premier produit, c'est un groupe qui s'appelle The Eastsiders. Un groupe qui monte avec 2 autres mecs de Long Beach, Trady qu'on a écouté tout à l'heure et Goldie Loc, qui est un jeune du même gang que Snoop. Le gang c'est Rollin' 20, les Rollin' 20. Et il y a des grades, il y a les OG qui sont donc les plus gradés et il y a les BG. OG ça veut dire Original Gangster et BG ça veut dire Baby Gangsta, c'est les plus jeunes. Et Goldie Loc c'est un Baby Gangsta à ce moment-là parce qu'il est plus jeune et il va rapper avec OG Snoop et OG Trady, même si Trady c'est Insane Creep, c'est un autre gang. Et comme je disais, c'est le gang le plus puissant de Long Beach. Et ils font ce super groupe. En indépendant, l'album fera platine. Et là-bas, aux États-Unis, platine, c'est 1 million d'albums vendus. Ils en ont vendu un peu plus. Et ça met Snoop, vraiment, il a renfloué les caisses, il est bien, il est plus sûr de lui. Et donc, à partir de ce moment-là, il se signe lui-même sur son propre label. Et tous les disques qu'il va produire derrière vont être sur son label, alors certes en licence avec des majors ou autres, mais par exemple un morceau comme Beautiful produit par Pharrell Williams, le producteur de ce tube c'est Dog House, Snoop avec son label, et donc Snoop devient de plus en plus riche et de plus en plus riche. À chaque fois qu'il y a les classements Forbes, les classements des mecs les plus riches, il est toujours dans le top 10 et même là, dernièrement, il vend moins de disques avec le temps et tout, mais il fait tellement des grosses tournées, tellement ce monsieur est une star mondiale, il fait des tournées, rien qu'avec ses tournées, il arrive toujours à faire 7 millions par an, comme ça. Et c'est là qu'on voit que, voilà, Long Beach l'a fait. Long Beach a fait de lui une star, et plein d'autres qu'on a écoutés pendant toute l'émission.